Tout le monde pense que ce mec est un vrai déchet. La seule raison pour laquelle l'escouade du héros le garde à ses côtés, c'est parce qu'il peut absorber leur malédiction comme un concierge non payé nettoyant la pagaille des autres. Et lors de l'ultime bataille contre les forces du mal, Crash sauve le prince Arthur d'une malédiction mortelle au péril de sa propre santé. Et que reçoit-il en retour? Absolument rien. Juste plus de mépris et un énième rappel de la part des filles de l'équipe qu'il n'est qu'un minable sans valeur. Pendant ce temps, elles sont occupées à vénérer Arthur comme s'il était la réincarnation du héros, même si le mec se fiche éperdument que tous ses proches meurent. Puis Arthur fait la chose la plus pathétique qu'on puisse imaginer. Il lâche son épée et dit que ça ne sert plus à rien de se battre parce qu'ils ne sont plus assez nombreux pour vaincre le chevalier de la mort bleue. Crash le traite immédiatement de lâche et lui reproche de gâcher tous les sacrifices qu'ils ont faits. Mais Arthur révèle l'horrible vérité. Il dit qu'il a déjà vu le monde s'effondrer d'innombrables fois parce qu'il possède une compétence de régression. Grâce à une nouvelle technique qu'il a développée, il peut renvoyer tout le monde au point de départ tout en leur laissant leurs souvenirs et leur expérience. Cette fois, ils sauveront le monde à coup sûr, mais Arthur n'a aucune intention d'emmener Crash avec lui. À la place, il dit qu'il se contentera de recruter une nouvelle version de lui dans la prochaine ligne temporelle. À cet instant, tout s'éclaire pour Crash. Depuis le tout début, il n'a jamais été un coéquipier. Il n'était que leur outil jetable. Avant même que Crash ne puisse réaliser, Arthur et les autres tournent simplement les talons et s'en vont, le laissant derrière pour mourir. Crash hurle désespérément pour qu'il s'arrête, mais son corps tombe déjà en morceaux. Pourtant, pour la première fois de sa vie, il refuse d'accepter son destin. Au lieu d'utiliser sa compétence pour absorber la malédiction des Arthur, il vole quelque chose de bien plus précieux, sa capacité de régression elle-même. Une vague massive d'énergie noire explose de la main de Crash et arrache la compétence de régression à Arthur. Crash n'a même pas le temps de comprendre ce qui vient de se passer avant que le chevalier de la mort bleue n'arrive et n'anéantisse tout le monde en un instant. Puis Crash ouvre soudainement les yeux. Il est de retour dans la maison même où il a grandi étant enfant. Il se réveille en sursaut, incapable de croire qu'il se trouve maintenant dans le monde suivant, redevenu un gamin de 13 ans. Il ne lui faut pas longtemps pour réaliser qu'il est de retour au manoir des Pins Verts où il a passé son enfance. Dans sa vie passée, lors de ses derniers instants, il avait réussi à voler la compétence de régression des Arthur. Cependant, Crash restait confus quant à la façon dont il l'avait obtenue. Puisqu'à l'époque, les gens pensaient que la capuche noire était une compétence sans restriction. Bien qu'elle ait toujours eu un défaut, la capuche noire ne pouvait pas être utilisée directement sur son propriétaire à cause du cadenas. Ce cadenas se générait généralement sur les choses que le propriétaire jugeait précieuses. Ça pouvait même être l'objet le plus insignifiant. Tant que le cadenas faisait son travail, personne ne pouvait voler ce que possédait la cible à moins de remplir toutes les conditions requises. Plus la compétence était précieuse pour l'utilisateur, plus elle devenait difficile à voler. Maintenant, ce qui laissait notre héros dans la confusion, c'était le fait que lorsqu'il avait essayé de voler la compétence des Arthur, il n'y avait vu aucun cadenas. Selon les archives, la seule explication possible était que le propriétaire lui-même ne voulait pas de la compétence. Cela expliquait cependant l'épuisement soudain sur le visage des Arthur dans l'ancien monde. Comme il n'arrêtait pas de revivre la destruction du monde d'innombrables fois en étant complètement seul, cela l'avait épuisé au point de lui donner l'impression que ce n'était rien de moins qu'une malédiction. À bien y réfléchir, son idée de repartir de zéro avec ses 3 filles à ses côtés cette fois-ci, tout en laissant notre héros de côté, prenait tout son sens. Cependant, il devint également clair que sans la compétence, Arthur avait sûrement dû mourir dans l'ancien monde où ils étaient à cause de la pluie de météores du Chevalier Bleu. D'un autre côté, dans le présent, Crash se surprend à penser qu'il devrait être remercié pour avoir retiré la compétence maudite des Arthur. Des souvenirs du passé commencèrent à traverser son esprit, où Arthur le regardait toujours de haut, l'ignorant lui et sa capacité de vol de malédiction comme s'il s'agissait de quelque chose de banal et de facile. En repensant à la cruauté des Arthur envers lui, il se disait que tout ce qui lui était arrivé était amplement mérité. En ce moment, notre héros est un petit enfant avec un corps petit mais musclé parce qu'il a pratiqué le maniement de l'épée chaque jour, vu que c'était la seule chose qui pouvait aider quelqu'un à survivre dans la famille Valem. Finalement, notre héros réalisa aussi que sa présence au manoir des Pins Verts signifiait que la cérémonie de l'épreuve devait déjà être terminée. Cette cérémonie a lieu pour prouver ses capacités en révélant quel dieu a été contacté et quelles compétences ont été accordées en fonction de la valeur de la personne qui passe le contrat. Tous les membres de la famille Valem possédaient d'excellents pouvoirs et compétences de combat, à l'exception de Crash, qui était né sans aucune capacité remarquable. C'était précisément la raison pour laquelle il avait été envoyé au manoir des Pins Verts, tout comme tous ceux qui ne possédaient aucun pouvoir. Et l'ironie, c'est qu'aujourd'hui, seul cet enfant même qui a été jeté hors de la maison a conscience de la fin du monde, une chose que même sa famille n'a pas pu arrêter. Cependant, il est désormais déterminé à empêcher la destruction du monde, quel qu'en soit le prix. Il se tient près de la fenêtre en réfléchissant à ses futurs plans quand Ariad entre dans la pièce, la personne même chargée de s'occuper des gens comme Crash et le seul majordome du manoir des Pins Verts. Cependant, ce vieil homme deviendrait aussi la première personne à trahir notre héros. Ariad est celui qui l'a empoisonné à l'âge de 14 ans avec un poison fourni par les frères de Crash. La sœur aînée de notre héros, Charlotte Valem, domine le champ de bataille,
impressionnant tout le monde par son maniement exceptionnel de l'épée et gagnant le titre de sainte de l'épée. Son talent est un don rare qui n'apparaît qu'une fois par siècle, poussant le seigneur de la maison à placer d'immenses attentes en elle. Elle se tient fièrement, recevant d'innombrables compliments. Pendant ce temps, ailleurs, le demi-frère de Crash, Belokan Valem, complote pour purger toute la lignée. Reconnaissant que le reste de la famille est trop puissant pour être affronté, il cible directement notre héros. Belokan tente de convaincre Ariad d'empoisonner Crash, offrant de couvrir tous les frais médicaux de sa fille en échange. Bien que Ariad hésite initialement, ayant toujours considéré notre héros comme son propre fils, il finit par céder à la pression et choisir la survie de sa fille biologique au détriment de la vie du garçon. Dans la chronologie précédente, le jour où Ariad était censé tuer Crash, le vieil homme s'était suicidé à la place, s'effondrant sous le poids de sa propre culpabilité. Cependant, dans ce nouveau monde, lorsque notre protagoniste le confronte au sujet du complot, le vieil homme nie. Il essaie de faire l'innocent mais se retrouve finalement forcé d'accepter la vérité. Connaissant l'issue tragique du passé, notre héros choisit de ne pas trop le presser. Il veut empêcher Ariad de sauter à nouveau la vie. Au lieu de ça, Crash en assume simplement la responsabilité, affirmant que sa propre inutilité est la seule raison pour laquelle le vieil homme a reçu l'ordre de le tuer. Ces mots laissent Ariad stupéfait, car il s'attendait à une réaction totalement différente. Dissipant la tension, notre héros le conduit à la bibliothèque et lui demande de démolir un mur spécifique. En tant que majordome de la famille Valem, c'est une tâche facile pour Ariad. Le vieil homme s'avance et d'un seul coup foudroyant de sa puissante épée, fracasse le mur. Derrière, un couloir caché se révèle. Crash entre à l'intérieur aux côtés des Ariad, qui ressent une étrange aura inconnue émanée de notre garçon et se demande comment il a pu changer du jour au lendemain. Finalement, ils arrivent devant une porte solidement verrouillée. C'est la porte même que notre héros n'avait jamais pu localiser dans sa vie passée, car tout avait déjà été réduit en cendres. Alors qu'ils se tiennent devant la porte, Ariad offre son aide, mais Crash décide de tester sa propre force cette fois. En activant sa compétence de capuche noire, il déverrouille le mécanisme en un instant. Témoin de cette démonstration, Ariad demande si son jeune maître a déjà conclu un contrat avec un dieu. Réalisant sa bourde, notre héros trouve une excuse, prétendant qu'il s'est associé à un dieu insignifiant. Il ne montre aucune peur à l'idée que son père découvre l'existence de ce contrat. Pendant ce temps, le vieil homme reste stupéfait par la transformation soudaine de notre héros. Cette nouvelle version de Crash le convainc qu'il a éveillé de grandes compétences, ce qui est logique compte tenu de la lignée légendaire dont il hérite. Par conséquent, Ariad décide de garder les actions de Crash secrètes. En observant ce changement, notre protagoniste remarque que son propre comportement altéré façonne également la personnalité des Ariad. Cette prise de conscience met en lumière un côté sombre de la régression. Peu importe à quel point cette version du vieil homme change, le souvenir de sa trahison passée restera toujours gravé dans l'esprit de notre héros. Sans aucun doute, Arthur a dû subir ce même tourment psychologique. Debout là, Crash songe à s'assurer la loyauté des Ariad en guérissant sa fille, mais il remet ce plan à plus tard, concentrant toute son attention sur la bibliothèque secrète. Il s'avance et ouvre la porte. Alors qu'une vague d'énergie écrasante jaillit, il ressent une lourde pression contre sa peau. Ces archives contiennent les dossiers et les techniques des anciens ancêtres Valem qui furent eux aussi qualifiés d'échecs, tout comme notre protagoniste. Cet endroit interdit n'avait jamais été restreint avant l'arrivée de Demery Valem. Bien qu'étiqueté comme le plus grand échec de l'histoire familiale, Demery est devenu le plus puissant guerrier après avoir été consumé par l'érosion du monde. Il est la raison exacte pour laquelle Crash a cherché cette bibliothèque. Maintenant, notre héros a entre ses mains le tome du plus grand échec. Demery était devenu la figure la plus inutile et pourtant la plus puissante de l'histoire de la famille Valem. Même les guerriers les plus redoutables au monde ne pouvaient le vaincre car il avait littéralement lié l'érosion du monde à son propre corps et maîtrisé l'art secret pour la contrôler. Cependant, comme Crash n'avait pas pu lire entièrement le tome de Demery dans l'ancien monde, les détails exacts de la manière dont il y était parvenu restaient un mystère. Il est fort probable que même Demery n'ait pas pu supprimer totalement la puissance de l'érosion, ce qui l'a finalement rendu fou. Ces mystères mis à part, le plan immédiat de Crash est de trouver une malédiction spécifique capable de contrer le poison extrême de l'empreinte de sang de Demery, lui permettant ainsi de contrôler son pouvoir en toute sécurité. Il avait utilisé exactement cette méthode avec succès dans sa vie passée, lorsqu'il était la cible de la malédiction de l'érosion mondiale. Pour exécuter son plan sans interruption, il ordonne à Ariad de s'assurer que personne n'entre dans le pavillon du pain vert. Après avoir reçu les ordres, en retournant par les couloirs, Ariad décide de rejeter la proposition du demi-frère de Crash, voyant cela comme un moyen de répondre à la gentillesse du jeune maître et de se faire pardonner sa trahison passée. Lorsque Belokan apprend que Ariad a décliné son offre, il entre dans une colère noire. Il dirige sa fureur vers Crash et sa mère, persuadé que tout se serait parfaitement déroulé pour lui et sa sœur si cette lignée n'avait jamais rejoint la famille. Il ordonne immédiatement à un serviteur de se rendre au pavillon du pain vert pour enquêter sur les raisons de l'échec de l'accord. Cependant, il est vite informé qu'une puissante barrière érigée par Ariad bloque complètement l'accès au pavillon, empêchant même le chef de famille d'y entrer. Cette information ne fait qu'alimenter la colère de Belokan qui maudit le nom de notre héros. Pendant ce temps, de retour au domaine, Crash se concentre entièrement pour atteindre le niveau de débutant expert. Dans ce monde,
la manifestation de l'aura est divisée en étapes distinctes. Crash se trouve actuellement au stade ordinaire, tandis que sa sœur aînée Charlotte s'est déjà hissée au rang de maître de l'aura, bien qu'elle n'ait que 2 ans de plus que lui. Pourtant, notre garçon se souvient que lorsque le monde était en ruine, même l'immense pouvoir de Charlotte n'était pas suffisant. L'espace d'un instant, il compare son manque de talent au génie de sa sœur. Cependant, il se débarrasse rapidement de ses doutes et retrouve sa motivation. Quoi qu'il en soit, il est déjà dans une bien meilleure position qu'auparavant. Dans sa vie passée, les malédictions avaient complètement verrouillé sa capacité à manier l'aura. Maintenant, il peut enfin la canaliser. Armé des secrets interdits de ses ancêtres, il sait qu'il peut continuellement aller de l'avant et devenir plus fort. Essuyant la sueur de son corps, Crash se lève au moment où Ariad arrive pour le féliciter d'avoir atteint avec succès le niveau de débutant expert. Le vieux majordome lui annonce alors une nouvelle inattendue. Sa fiancée, Bianca Ardenard, est arrivée pour le voir. Dans la ligne temporelle précédente, Bianca était une figure terrifiante qui s'était alliée aux dévoreurs et avait tué les 10 guerriers les plus puissants en vie, gagnant ainsi le titre de démon blanc. Dans ce monde, cependant, elle n'est encore qu'une jeune fille liée à notre héros par des fiançailles politiques. Dans ce monde, la famille se débarrasse d'un raté inutilé, en retour, tisse des liens avec la plus puissante famille martiale. Bien que Crash ait déjà prévu de la rencontrer, son arrivée soudaine le laisse perplexe. Bianca est la fille des souverains du Nord. Parce que sa mère a été frappée par une malédiction avant sa naissance, Bianca est née dépourvue de toute émotion humaine. Cet état, ainsi qu'un corps maudit qui l'empêche de former un contrat avec n'importe quel dieu, ont fait d'elle une paria au sein de la famille Ardenard. Elle est constamment méprisée et raillée comme l'enfant misérable qui a coûté la vie à sa propre mère. Cependant, sa malédiction unique est une chose dont Crash a besoin pour maîtriser le déchaînement du poison extrême de l'empreinte de sang. Décidant de jouer correctement son rôle d'hôte, il ordonne à Ariad de faire patienter Bianca pendant qu'il va se changer. Il y a seulement 5 mois, Crash a eu une énorme dispute avec Bianca. Il l'a insultée, affirmant qu'elle n'était avec lui que pour obtenir du pouvoir. En réalité, le père de Bianca l'a forcé à rester avec lui car c'était le seul moyen pour sa famille de survivre. À l'époque, Bianca considérait notre héros comme une personne inutile qu'elle rejetterait volontiers. Même si elle n'a aucune émotion, elle peut tout de même facilement analyser la situation. De retour dans le présent, Crash s'excuse auprès de Bianca parce que son thé est trop chaud pour être bu. Il décide de se promener dans le jardin pour observer des fleurs qui ne poussent pas dans le froid du Nord. Pendant qu'il marche et que notre garçon parle de son long voyage, Bianca mentionne qu'il est nécessaire pour eux de se voir puisqu'ils sont fiancés. En réponse, Crash sourit simplement et lui fait remarquer à quel point elle parle de manière formelle. Finalement, cette conversation permet à Bianca de remarquer à quel point notre héros a changé. Elle est également surprise de découvrir qu'il sait qu'elle adore les biscuits à la noix de macadamia, alors qu'elle ne le lui a jamais dit. Debout dans le jardin, Bianca déclare ouvertement que Crash semble être une personne totalement différente. Cependant, elle s'excuse instantanément de l'avoir questionné car elle ressent soudainement une terrifiante intention meurtrière émaner de son corps. Cette réaction fait réaliser quelque chose à Crash. Il ne se rappelle pas vraiment de la façon dont il traitait Bianca dans le passé. Il ne se souvient que de son visage vide et inexpressif au moment où elle est morte au manoir de glace de la mer du Nord. Pour cacher son comportement étrange, il ment en disant que son nouveau contrat avec un dieu est la raison de son changement. Il essaie ensuite de parler du vrai sujet, mais Bianca comprend de travers. Elle lui demande s'il essaie de rompre leur fiançailles. Crash dissipe vite le malentendu, admettant qu'épouser un raté comme lui doit être difficile, mais il s'assure qu'elle n'a pas l'intention d'annuler les fiançailles. Pour Bianca, voir un membre de la puissante famille Valem avec un tel manque de confiance en soi est inacceptable. Elle lui assure fermement qu'elle ne rompra jamais les fiançailles. Entendre ces mots de soutien rend notre héros heureux un instant, car cela fait très longtemps qu'il n'a pas entendu quelque chose de gentil. Chassant cette émotion, il va droit au but et demande à Bianca de lui donner sa malédiction. Cette requête la laisse complètement perplexe. Sa malédiction est si puissante que même les meilleurs briseurs de malédiction du monde n'ont pas pu la contrôler. Elle commence à penser que parce que notre héros a été traité comme un raté et méprisé par sa famille, il a décidé de se vider de ses émotions, fatigué de souffrir. Elle se souvient des mots d'un mage qui lui avait un jour parlé de la maladie du cœur. Le vieil homme avait expliqué que lorsqu'une personne atteint son point de rupture psychologique, elle peut soudainement devenir beaucoup plus gentille et agir comme une personne complètement différente. Cependant, ce changement soudain signifie souvent qu'ils sont poussés à sauter la vie. Le mage l'avait prévenu de toujours aider quiconque présenterait ces symptômes. Profondément touchée par ce malentendu, Bianca décide qu'elle doit rendre visite à Crash plus souvent pour le sauver. Lorsqu'il mentionne qu'elle ne devrait pas se sentir forcée par ses fiançailles, elle lui répond qu'elle n'abandonnera jamais quelqu'un qui souffre seul. Elle promet de toujours rester à ses côtés et de l'aider. Ce revirement total de situation pousse notre héros à activer secrètement sa compétence pour voler la malédiction. Cependant, la compétence échoue à cause d'un verrou magique. Bianca a vécu avec cette malédiction pendant si longtemps que son corps la considère désormais comme quelque chose de précieux. Pour briser ce verrou, notre garçon doit devenir le soutien émotionnel de Bianca. C'est une tâche très difficile, puisque Bianca n'a aucune émotion et ne se soucie de rien. Pourtant, il sait que la renvoyer dans la famille Ardenard est une mauvaise idée. Crash accepte de la laisser rester près de lui. De cette façon,
il peut l'empêcher de devenir le maléfique démon blanc et, à terme, lui retirer sa malédiction de l'absence d'émotion. Il décide de jouer le jeu et remercie Bianca alors que la conversation touche à sa fin. Alors qu'elle décide de rentrer pour obtenir la permission de son père, notre garçon s'attend à ce qu'elle revienne dans environ un mois, prévoyant d'utiliser ce temps pour lire et apprendre autant que possible. Mais à sa plus grande surprise, Bianca se présente au manoir du Pin Vert dès le lendemain, bagage fait et prête à s'installer. Elle déclare calmement qu'elle vivra avec lui à partir de maintenant. Cela fait maintenant presque un mois que Bianca a emménagé avec Crash. Sa famille lui a immédiatement donné la permission de vivre avec lui. Le fait qu'elle ne se souciait absolument pas de quitter sa famille rend une chose évidente pour notre héros. Être dépourvu d'émotions fait s'estomper les liens familiaux d'une personne, ou peut-être que ses sentiments deviennent tout simplement complètement étrangers. Malgré tout, avoir la chance de devenir l'ami de Bianca est une formidable opportunité. Tout en s'entraînant, il réfléchit au fait que l'hiver approche et que l'année s'achève. L'ouverture de la célèbre Académie Raelen est toute proche. Les 4 grands royaumes et empires ont bâti cette académie ensemble pour former des guerriers à lutter contre l'érosion mondiale. Toute personne âgée de 15 à 20 ans peut s'y inscrire. Dans sa vie passée, cette académie a formé de nombreux membres de la génération du ciel azur, un groupe d'individus qui possédaient des compétences surpuissantes, presque chéatées. Parce que notre héros les déteste et connaît bien leurs faiblesses, il prévoit de voler toutes leurs compétences une fois qu'il aura intégré l'académie. Cependant, il ne lui reste plus qu'un an pour se préparer. Puisqu'il a déjà atteint la limite de ses compétences actuelles, il doit voler la malédiction de Bianca le plus tôt possible pour devenir plus fort et débloquer le venin de sang ultime. Même si Bianca le suit partout depuis le jour de son arrivée, ne le laissant jamais seul une seule seconde, il n'est toujours pas sûr qu'elle le considère vraiment comme un ami. En sortant de sa salle d'entraînement, il la trouve une fois de plus en train de l'attendre. Il lui propose de passer un peu de temps à jouer à un jeu ensemble, mais avant qu'il ne puisse commencer, il reçoit une invitation pour le sanctuaire des étoiles. Il s'agit d'une fête annuelle organisée pour que les jeunes nobles puissent tisser des liens sociaux. La présence y est obligatoire, à moins d'une extrême urgence. Dans sa vie passée, Crash restait tout le temps enfermé dans le domaine, il ne sait donc pas grand-chose de ces événements sociaux. Cependant, il décide d'y assister cette fois-ci. Il veut profiter du voyage pour tenir sa promesse envers Ariad en aidant sa fille malade, ce qui garantira la loyauté absolue des Ariad. Parallèlement à cela, il s'attend à y rencontrer quelqu'un de spécial. Ayant fait son choix, Crash annonce à Ariad que Bianca et lui iront à la soirée. Notre héros s'inquiète de la façon dont les gens pourraient maltraiter Bianca lors de l'événement, mais elle choisit d'y aller quand même. Elle ne le fait pas seulement par devoir en tant que fiancée, mais de son propre chef. C'est précisément ce qui rassure Crash. Après avoir reçu tant de gentillesse et d'attention de notre garçon depuis son emménagement, elle ne le déteste plus du tout. Ce soir-là, ils arrivent à la soirée, organisée dans un célèbre lieu touristique. En regardant autour de lui, notre héros se sent inquiet. Il observe ces riches nobles, obsédés par les fêtes et leur statut. Il a du mal à croire qu'ils sont censés devenir l'avenir de la génération Azur. Dans ce monde, les nobles reçoivent un immense respect et des honneurs simplement parce qu'ils sont les seuls capables de combattre l'érosion du monde. De retour à la soirée, alors que Bianca marche aux côtés de son fiancé, elle entend la foule chuchoter et cancaner à leur sujet. D'autre part, parmi la foule de faux nobles arrogants, Crash repère quelques vrais talents qui deviendront véritablement les futurs protecteurs du monde. Des personnes comme Tiger Boy, Magpie Elfin Emilia et Woodbow Annex Glass sont présentes, des individus qui seront plus tard connus comme les 3 plus grands héros de Starlone. Cependant, la principale raison pour laquelle il prête attention à notre héros est en réalité à cause de Charlotte. Il se souvient que dans sa vie antérieure, lorsqu'elle a assisté à cette même soirée, elle a réussi à vaincre chaque personne présente au combat, et ce, même en portant une robe de noble formelle. Interrompant les souvenirs du passé de Crash, Bianca remarque les commentaires impolis que les gens font à son sujet et se montre inquiète. Notre héros la rassure rapidement en lui disant qu'il va bien. Puis, après une longue attente, la personne exacte que Crash attendait arrive enfin, le seigneur Darling d'Amphelion du château de El-Alchimie. La première rencontre de Crash avec Darling d'Amphelion avait été terrible dans sa vie passée. À l'époque, le corps de notre héros était faible et rempli de malédictions. Darling l'a utilisé comme cobaye pour expérimenter des compétences, jusqu'à ce qu'il finisse par le repousser. Ironiquement, cet homme est plus tard devenu le meilleur alchimiste du monde, le roi de l'alchimie. De retour dans le présent, dès que Darling arrive à la soirée, tout le monde se met à chuchoter sur son comportement avide d'attention, tandis que d'autres l'admirent. Notre héros, qui s'attendait déjà à sa venue, finit de manger avec Bianca et va à sa rencontre. Au début, Darling ne le reconnaît pas. Lorsqu'il entend le nom de Valem, il réalise enfin qui est Crash, grâce à sa célèbre sœur aînée. Très égocentrique, Darling suppose qu'il l'a approché simplement pour sa beauté. Mais lorsqu'il aborde le sujet sérieux de l'érosion, Darling comprend rapidement la situation. Darling les emmène dans une pièce privée. Il tend une épée à notre héros et lui demande son âge, car bien que Crash soit jeune, il sent une puissante aura émaner de lui. Après tout, il possède l'âme d'un adulte qui a déjà terminé l'académie. Finalement, il ne veut pas perdre de temps et demande à ce gamin égocentrique d'aller droit au but. Au lieu de répondre, Darling attaque soudainement notre héros pour tester ses compétences.
Il croise le fer coup après coup. Comme notre protagoniste n'avait pas prévu de se battre, il n'utilise ses pouvoirs que pour se défendre. Sa défense de haut niveau laisse Darling sous le choc, car il a toujours cru aux rumeurs selon lesquelles Crash était complètement inutile. Laissant cela de côté, Crash en vient au vrai sujet. Il ne veut pas partager ses véritables techniques, alors il joue sur les mots. Il demande à Darling de commencer des recherches sur un moyen de neutraliser les malédictions. Cette demande pique la curiosité de son adversaire. Notre garçon lui rappelle calmement que s'il veut devenir un alchimiste de classe mondiale, il doit trouver un moyen de neutraliser la malédiction des dévoreurs de monde. Après y avoir réfléchi, Darling réalise que c'est l'occasion parfaite de prouver ses théories. Il se demande ce que notre héros va demander en retour. D'un autre côté, Crash prévoit de lui demander de créer un remède atténuant les malédictions, puisqu'il peut utiliser sa propre compétence pour voler les malédictions, ce qui fournira à Darling les données parfaites pour ses recherches. La principale raison pour laquelle notre garçon a besoin de ce remède est que ses pouvoirs actuels seuls ne suffisent pas à empêcher la future destruction du monde, surtout quand même les compétences extraordinaires des héros du passé n'ont rien pu faire. Après avoir vu la véritable force de notre héros, Darling lui dit qu'il ne devrait jamais se sentir inutile simplement parce que les gens le comparent à sa grande sœur. Finalement, lorsqu'il apprend que notre héros va également à l'Académie Raelin, il accepte pleinement de fabriquer le remède et de l'aider de toutes les manières possibles. Après un moment, Crash formule une dernière requête avant de partir. Il demande à Darling de créer un remède contre la maladie de la décoloration, une horrible affection où le corps d'une personne devient lentement noir et bleu jusqu'à la mort. Pour le moment, elle est considérée comme incurable, mais notre garçon sait que Darling est celui qui a réussi à y trouver un remède dans sa vie passée. Bien qu'il pense que ce soit impossible pour l'instant, après avoir été motivé par Crash, il accepte d'essayer. Il promet de le contacter et de livrer personnellement le remède une fois qu'il sera prêt. Juste au moment où la conversation se termine et que notre garçon se retourne pour partir, Darling fait un aveu pour le moins étrange. Lorsque Crash lui demande s'il se comporte ainsi parce qu'il aime Charlotte, Darling admet avec désinvolture qu'il est attiré par les deux sexes et laisse entendre qu'il s'intéresse aussi à lui. Perturbé par ce commentaire, notre héros retourne précipitamment à la fête. Dès l'instant où il pénètre dans la salle, il voit un homme se comporter de manière déplacée avec Bianca. Submergé par la rage, notre garçon s'élance et donne un violent coup de pied au visage de l'homme. Notre héros est furieux contre cet homme qui embête une enfant, mais le malentendu est rapidement dissipé. L'homme ne faisait que suivre les ordres de la deuxième princesse, Claudia Stalin. Comme Bianca refusait de le suivre, l'homme a essayé d'utiliser la force. Étant maudite, elle reçoit très peu de respect des autres nobles, ce qui explique pourquoi il s'est senti autorisé à la traiter ainsi. Crash se demande pourquoi la princesse veut si désespérément voir Bianca. Il y réfléchit mûrement et réalise bientôt que Annex est celui qui tire les ficelles. Dans le passé, Charlotte a vaincu Annex sur la Terre Sainte des Étoiles. Depuis, il éprouve un mélange d'admiration et de haine profonde pour Charlotte. Ne pouvant la vaincre, il a décidé de cibler notre garçon à la place. Finalement, Crash avertit l'homme de surveiller son comportement. Puis, tenant la main de Bianca, il s'éloigne pour trouver Annex, la véritable source du problème. En marchant, il demande à Bianca pourquoi elle a refusé les ordres de la princesse. Pour notre garçon, il était facile de comprendre la situation puisqu'il avait tout vu dans sa vie antérieure. Mais pour Bianca, il est impossible de deviner la situation. Lorsqu'on lui pose la question, elle répond simplement qu'elle est restée parce qu'il lui avait dit de l'attendre. Sa réponse honnête le fait rougir, et il lui caresse doucement la tête. Peu après, notre héros parvient à interagir avec Tiger Boy et lui demande où se cache Anix. Tiger Boy explique qu'on lui a dit de l'attendre à l'intérieur jusqu'à l'arrivée des Anix. Cependant, avant que Crash ne puisse entrer, le gars le défie immédiatement en duel. Il refuse d'abord, car se battre est interdit dans le lieu saint des étoiles. Même si Tiger Boy insiste, il essaie de l'éviter. Il se rappelle que ce gars est un guerrier légendaire qui a tenu encore plus longtemps que Abrax lors d'un combat contre Charlotte. Ses mouvements sont si imprévisibles que même Crash a du mal à les lire. Finalement, lorsqu'il réalise que son adversaire ne reculera pas, ils entament un combat acharné, échangeant des attaques continues. Tiger Boy est rapide et esquive presque tout, mais notre héros trouve enfin une ouverture et lui assène un coup de poing dévastateur. L'adversaire tente de se relever après ce coup violent, mais son corps lâche et il s'évanouit sur le champ. La stratégie derrière ce résultat est une technique secrète et cachée appelée le coup de poing d'un pouce. Cette compétence a été inventée par l'un des ancêtres des Valem, qui était lui aussi qualifié de raté. Crash a réussi à l'apprendre avant que la bibliothèque ne soit détruite dans sa vie antérieure, et cela l'a sauvé à maintes reprises. Voyant que Tiger Boy est complètement KO, notre garçon et Bianca entrent à l'intérieur. Dans la pièce, ils font enfin face à Anix. Il est choqué qu'un bon à rien ait réussi à vaincre Tiger Boy. D'un autre côté, notre garçon, lui, est parfaitement préparé. Il est déterminé à détruire les mensonges que Anix raconte à son sujet, le qualifiant de raté. Il est prêt à voler chacune des compétences de son adversaire. Et une fois qu'il aura gagné contre ce type maléfique, toutes les rumeurs s'inverseront. Dans sa vie passée, Crash a passé toute sa scolarité à l'académie avec Anix, il le connaît donc mieux que personne. Il connaît chaque fait et chaque petit mensonge. Anix n'est resté avec lui que parce qu'il était utile.
À l'époque, ce type a également commis une erreur qui a conduit toute leur équipe dans un piège, tuant tout le monde. Alors que notre garçon était suspendu au bord d'une falaise, luttant pour sa survie, Anix a choisi de ne pas l'aider. Il voulait survivre seul pour dissimuler son erreur et trouver des excuses plus tard. Même si Crash affirmait que la vérité finirait de toute façon par éclater, Anix avait prévu de lui faire porter le chapeau pour se tirer d'affaire. C'était le jour du mariage de la grande sœur de notre héros. Anix, qui n'était ami avec Crash que pour se rapprocher de Charlotte, ne voyait plus aucune raison de le sauver. Trahissant leur amitié à cause du mariage, Anax lui a tourné le dos et s'est éloigné. Alors que notre garçon lâchait prise et tombait, Arthur est soudainement apparu pour le sauver. C'était leur première rencontre et la raison pour laquelle ils ont fini dans la même équipe bien que ce ne fut qu'un nouveau départ sombre pour lui. Cependant, Arthur l'a finalement aidé à expulser Anax de la génération Ciel Azur. Après avoir tout perdu, Anix a décidé d'épouser la princesse. Pourtant, il n'a pas changé du tout. Il est toujours la même personne. Au cours de leur conversation actuelle, Anix se moque de Crash en lui disant qu'il n'est pas différent de Charlotte. Enragé, notre héros s'élance pour attaquer, mais l'ennemi bloque facilement le premier coup de poing et utilise des lianes pour arrêter le coup de pied qui suit. Les lianes attrapent la jambe de Crash et le projettent au sol, mais il retrouve vite son équilibre et atterrit en toute sécurité. Ce pouvoir appartient à la famille Kléser. Ils sont spécialisés dans une technique secrète appelée le style du bois renversant les cieux, qui leur permet de manipuler les plantes. Grâce à une pratique constante et à l'apprentissage de la compétence de récupération, ils peuvent pousser cette capacité à sa limite absolue. De retour au combat, Crash suit la suggestion de son adversaire et utilise la très simple branche d'arbre provenant d'Eanax lui-même pour se battre. En réponse, l'ennemi attaque avec d'innombrables lianes, mais notre héros parvient à toutes les esquiver. Cette technique laisse le gars sous le choc qu'un raté comme notre protagoniste puisse posséder une telle vitesse. Profitant de la distraction d'Eanax, Crash s'approche pour une attaque au corps à corps en utilisant sa connaissance des compétences passées de son ennemi. Cependant, le plan échoue lorsque le méchant utilise la 5e forme de son style pour créer un énorme monstre de liane. En voyant la créature géante, même Emilia qui assistait à tout cela s'inquiète pour la sécurité de notre héros. À ce moment-là, Crash se souvient d'un petit livre de la bibliothèque. Il contenait les techniques secrètes d'un ancêtre qui avait pratiqué l'escrime pendant 80 ans. Le livre décrivait une technique appelée l'unité de soi et de l'objet, qui est presque impossible à maîtriser par la seule étude martiale. Cependant, notre garçon s'est déjà retrouvé dans cette position. Grâce aux épreuves de sa vie passée, il avait déjà maîtrisé la technique de son ancêtre. Avec une confiance retrouvée, il utilise la branche pour exécuter la technique. Il tranche le monstre d'un seul coup, laissant la foule dans un état de stupeur et d'horreur. Finalement, il lâche la branche et donne à Anax un dernier avertissement pour son comportement. Après cette puissante attaque, l'ennemi tombe à genoux. En même temps, notre héros se sent faible et sur le point de s'évanouir. Il a utilisé toute sa puissance dans sa dernière attaque et n'a plus d'énergie pour voler la compétence. Il est sur le point de s'effondrer. Bianca essaie de l'aider, mais elle ne fait qu'aggraver la situation. C'est là que Darling intervient. Il ramasse notre héros et le fait sortir de la pièce. À leur départ, les autres nobles sont stupéfaits qu'un raté ait vaincu Anix. Tandis que Darling est heureux car il sait que d'ici à ce que Crash se rétablisse, il sera célèbre. La seule inquiétude est l'expression sur le visage d'Eanax à la fin du combat. Ça donne un mauvais pressentiment. Une semaine s'écoule avant que notre héros ne se remette enfin de ses blessures. Il est contrarié d'être resté alité et d'avoir raté sa chance de voler des compétences. Il avait deux options, la méthode standard pour déverrouiller la capuche noire ou une technique pour abaisser les conditions requises pour voler la compétence de quelqu'un. Il voulait utiliser cette méthode sur Anax, qui fonctionne le mieux après avoir brisé la confiance d'un adversaire. Il est conscient que Anax doit être vivement critiqué pour sa défaite et commence à douter de lui-même. Même si cela prendra du temps, notre héros a toujours l'intention de voler la compétence de récupération de l'ennemi. En parallèle, il décide également de s'entraîner dur pendant l'année à venir avant d'entrer à l'académie afin de surpasser les génies. Une fois son entraînement terminé, Crash est informé que son frère aîné, Belokan, est arrivé pour le voir. Vu que même Ariad ignorait ses messages depuis longtemps, notre garçon accepte finalement de rencontrer Belokan. Alors qu'il est assis sur le canapé, Bianca lui offre de l'eau, mais soudain elle est dérangée par une odeur étrange émanant de lui, causée par les toxines expulsées à travers son aura. Son nez est également paralysé par l'exposition à l'érosion. Quand Bianca lui suggère de prendre une douche avant de parler à son frère, il refuse et la taquine à la place. Il se demande comment Arthur de sa vie passée réagirait à tout ça. Il se serait probablement moqué de lui pour sa faiblesse. Cependant, malgré tout, Crash respecte Arthur comme une grande personne qui s'est battue en première ligne jusqu'à la fin. Il se demande où se trouve Arthur dans ce monde. Juste à ce moment-là, Belokan interrompt ses pensées et est instantanément surpris de voir que le gamin qui le craignait autrefois se tient maintenant avec assurance. D'un autre côté, sans perdre de temps, notre garçon le provoque, lui faisant remarquer que l'académie accepte les étudiants sur la base de leurs compétences plutôt que de leur statut. Il lui demande pourquoi Belokan a autant de temps libre pour lui rendre visite. Cela rend Belokan à la fois curieux et en colère. Les empires les plus puissants du monde craignent la famille Valem. Pourtant,
Voilà qu'un enfant remet en question un descendant de génie comme lui. Cependant, Belokan réprime sa colère et transmet ses ordres. Notre héros rejoindra une expédition de conquête dans les montagnes maudites du mont Garia. Normalement, personne de moins de 15 ans n'est envoyé dans une mission aussi dangereuse, mais d'une manière ou d'une autre, Crash accepte d'y aller. Il sait que c'est peut-être un piège tendu par son frère pour tester sa force, mais il a l'habitude de vivre une vie de destruction et n'a pas peur. Debout à proximité, Bianca souligne qu'aucun enfant n'a jamais participé à une telle conquête auparavant, ce qui agace Belokan. Cependant, notre garçon gère la situation avec calme, protégeant sa fiancée. Se sentant impuissant, son frère s'éloigne. Finalement, Crash remercie Bianca, bien qu'elle n'en comprenne pas la raison. Et enfin, il s'éloigne avec assurance, prêt pour la mission. Le monde de corrosion est un phénomène où un autre monde détruit lentement le leur. Cela cause de nombreux problèmes, comme l'apparition d'épaisses corrompues sorties de nulle part, la destruction de l'environnement, et dans les pires cas, la zone entière se transformant en un monde complètement différent. La situation est déjà si grave que seuls les joueurs de rang expert et les chevaliers de niveau intermédiaire peuvent s'en occuper. Crash se tient dans cette zone avec Belokan, qui est un chevalier expert de haut rang, donc gérer cela est facile pour lui. Une fois qu'ils auront vaincu le maître de la corrosion, l'escouade de purification pourra enfin commencer son travail. Ne trouvant aucune excuse, Belokan prétend seulement avoir amené notre héros dans cet endroit dangereux juste pour lui donner l'expérience d'un expert de bas niveau. Cependant, Crash connaît les véritables intentions de son frère. La seule raison pour laquelle il a accepté de venir est de tester une solution temporaire contre sa frénésie. Sans perdre de temps, lui et l'équipe commencent à combattre les insectes sans tête, qui sont innombrables. Pendant le combat, notre héros avertit tout le monde de faire attention aux dents des insectes car une seule morsure peut faire gonfler complètement la peau. Impressionné par ses connaissances, un chevalier lui demande s'il est déjà venu dans ce monde auparavant. Cependant, c'est très simple, à 13 ans, il n'a jamais fait ça. Pendant ce temps, en voyant tout cela, Belokan se sent jaloux. Sa propre première rencontre avec cette zone était loin d'être impressionnante. Il avait lamentablement échoué, pourtant son raté de petit frère donne maintenant des conseils aux autres. Cela amène Belokan à s'inquiéter pour sa réputation. Si Crash le surpasse, Belokan deviendra automatiquement le nouveau raté de la famille Valem. Finalement, il s'approche de la zone du maître. L'absence d'autres espèces de corrosion puissante indique clairement qu'il y a un maître 3 étoiles capable de maintenir la corrosion seul. Entendre cela de la bouche de Crash effraie les chevaliers, mais Belokan restaure rapidement leur motivation. Peu après, à l'écart du groupe, notre héros s'avance pour localiser l'énergie de la corrosion. Grâce à sa maîtrise du poison de sang extrême, il la ressent instantanément. Sa prochaine étape est de tout avaler. En commençant le processus, il se retrouve dans un état terrible, toussant violemment du sang. Les autres s'inquiètent pour lui, mais il les rassure. Il s'y attendait, puisque l'énergie de la corrosion n'est rien de moins qu'un puissant poison. Crash se force cependant à l'endurer. Passant à la première étape du manuel du poison de sang extrême, il mélange son aura avec l'énergie de la corrosion. Cette combinaison forme un pouvoir complètement unique. Cependant, notre garçon ne peut pas gérer ce pouvoir écrasant tout en restant pleinement conscient, alors il décide d'utiliser une technique secrète découverte il y a longtemps par un ancêtre aveugle. Cet ancêtre avait trouvé des archives cachées, mais comme il était aveugle, elles lui étaient inutiles. Il a de nouveau caché les archives, ne laissant derrière lui qu'un seul manuel. Il contenait la technique secrète pour éveiller le sixième sens. En utilisant la petite quantité qu'il peut actuellement contrôler, Crash peut au moins percevoir son environnement immédiat. Il se rend vite compte que son déchaînement s'affaiblit et qu'il a réussi à éveiller son sixième sens. Bien que ce ne soit qu'une solution temporaire, il a toujours besoin de la malédiction de Bianca. Mais quand même, il se sent fier d'être arrivé jusqu'ici tout seul. Avant de pouvoir réfléchir davantage, il ressent une puissante énergie derrière lui. Un monstre géant apparaît dans son champ de vision. C'est Sanganki, le maître de la corrosion et le monstre aux 1000 visages. Dès qu'il aperçoit le maître, tout le monde se prépare au combat. Belokan utilise sa compétence, Ini, impressionnant ainsi l'équipe. C'est une capacité écrasante qui réduit sa cible en cendres, peu importe ce que c'est. En retrait, Crash se souvient parfaitement de cette compétence. Dans sa vie passée, c'est exactement cette attaque qui lui a brûlé le bras. À l'époque, Belokan était un fou furieux, laissant notre héros se demander quel genre de personne il deviendra dans ce monde. La bataille commence, et les soldats succombent un par un à diverses malédictions. Certains sont attaqués par sa compétence qui fait fondre la peau, tandis que d'autres sont écrasés par les 8 bras puissants du géant. Même les soldats de haut niveau s'effondrent facilement. Ce spectacle décourage l'armée, mais Belokan reste motivé. Il brandit son épée avec une puissance immense, brûlant l'ennemi et encourageant ses hommes à créer une brèche dans le chaos. En voyant sa force, les autres reprennent courage et décident de continuer à se battre. Belokan veut que Crash soit témoin de ses incroyables compétences, mais son jeune frère est concentré sur le démon aux 1000 visages, qui se met soudainement à pleurer du sang. Les choses sont sur le point de très mal tourner. Ressentant une pression écrasante et dangereuse, Belokan recule et décide qu'ils doivent tuer le démon rapidement avant que la situation n'empire. Soudain, un effet puissant se propage sur le champ de bataille, le forçant à battre en retraite, mais l'équipe reste immobile, sans bouger. Belokan se rend compte que tout le monde, y compris lui-même,
a été frappé par une malédiction. L'un de ses yeux est complètement fondu alors qu'une pluie battante s'abat sur eux. Il sent que sa vie touche à sa fin et s'enfuit pour sauver sa peau. Perdu dans la peur, il commence à avoir des hallucinations. Il voit Charlotte se moquer de lui, le traitant de lâche et de raté de la famille, fuyant pour sauver sa peau. Juste au moment où le démon s'apprête à attaquer, Bélocan utilise son bras pour parer. En conséquence, son bras est complètement carbonisé et son esprit se vide. Lorsqu'il reprend ses esprits, il découvre Crash en train de le traîner en lieu sûr. Il est surpris que son petit frère soit en vie, mais notre héros explique qu'il se cachait et observait de loin. Quand il a vu la situation dégénérer, il s'est précipité pour sauver Bélocan du démon. Crash lui offre son aide, s'assurant que son grand frère va bien maintenant. Mais arrogant comme toujours, Bélocan refuse encore d'accepter son aide. Cependant, il se rend vite compte que même si l'on fuit loin du démon, ils sont toujours piégés dans la zone. Ça le terrifie au plus haut point. L'espace est entièrement clos, et toute fuite est impossible sans vaincre le démon. Notre héros lui dit qu'il connaît la technique secrète enseignée par sa sœur, la même qu'il a utilisée pour vaincre Anyx. C'est la seule chose sur laquelle ils peuvent compter en ce moment. Quand Bélocan semble hésiter, il lui fait remarquer qu'il vaut mieux se battre que se cacher et mourir dans un espace clos. Faisant confiance à la technique de Charlotte, Bélocan accepte en fin de scène remettre à Crash. Ils se tiennent ensemble sous la pluie battante alors que le démon approche, prêt à exécuter leur plan. Bélocan déclenche l'ignition tandis que notre héros se concentre, rassemblant son épée et son aura. Il est impressionné par la pureté de l'énergie, mais il est secrètement amer qu'un raté puisse maîtriser un pouvoir dont il a toujours été incapable. Mettant sa jalousie de côté, Bélocan commence à transférer son igni à notre héros. Maintenant, le garçon autrefois qualifié de raté est assez confiant pour tuer le monstre seul, refusant toute autre aide. En le regardant, Bélocan est presque certain que son petit frère va gagner. Cependant, cette pensée le dérange profondément. Si Crash bat un monstre qu'il n'a pas pu vaincre, le garçon le surpassera complètement. De son côté, notre héros reste pleinement concentré sur le combat, frappant le monstre à plusieurs reprises. D'une attaque finale, il pourfend l'ennemi, le réduisant en cendres. Pendant qu'il se consume, la zone redevient enfin normale. Pourtant, Bélocan n'a pas changé par rapport à sa vie passée. Son expression s'assombrit, et son désir de tuer Crash demeure. À cet instant précis, il se rend compte qu'il ne possède plus Igni. Notre héros a rempli toutes les conditions requises pour voler la compétence, emprunter l'aura de son propriétaire, prouver qu'il peut mieux l'utiliser, et briser la fierté de ce dernier. Ayant réussi à voler Igni, il attaque Bélocan, le laissant impuissant sur le sol. Il ramasse ensuite un charbon ardent et le force dans la bouche de son frère, lui faisant subir la douleur exacte qu'il a infligée à Crash par le passé. Notre protagoniste avait toujours essayé de nouer une bonne relation avec son frère, mais Bélocan a toujours été trop arrogant pour lui laisser une chance. Alors qu'il fait face à ces derniers instants, notre garçon profite simplement du beau temps. Peu après, la maison Valem reçoit la nouvelle de la mort de Bélocan et de toute son équipe. Le majordome personnel de Bélocan refuse de croire que seul le raté de la famille a survécu. Au lieu de cela, tout le monde suppose qu'il est mort en protégeant son jeune frère, et il commence à respecter son sacrifice. Pendant ce temps, en passant par là, Crash se sent satisfait. Cette expérience lui a donné les réponses et les confirmations dont il avait besoin. Il sait maintenant qu'il peut un peu contrôler ses déchaînements grâce à son sixième sens, et que son corps peut supporter le poison de sang extrême. Plus important encore, en volant Igni, il peut désormais utiliser des pouvoirs de flamme, qui sont très efficaces contre l'érosion. Maintenant, il peut utiliser les flammes comme pouvoir spécial et se concentrer sur sa tâche finale dans la maison principale, rassembler des informations sur les phénomènes anormaux à l'intérieur des zones d'érosion mondiale. Bien que personne n'en connaisse la véritable cause, l'érosion mondiale elle-même semble responsable de tout. Son corps principal est toujours piégé dans un rêve, le gardant éloigné du monde. C'est pourquoi elle utilise les morts vivants pour se connecter au monde réel. Peu après, dans une pièce, Crash rencontre l'équipe d'enquête sur l'érosion mondiale, plus précisément une enquêtrice nommée Saphira. Alors qu'ils se tiennent ensemble, il remarque une petite étoile noire sur son cou. Il comprend instantanément qu'elle fait partie des morts vivants. Comme il s'attendait à rencontrer quelqu'un comme elle, il lui propose simplement de la ramener à la vie. L'expression et le langage corporel de Saphira changent instantanément lorsqu'elle réalise que notre héros est un régresseur. Il existe un immortel connu sous le nom de Crimson Garden Auguste. Dans sa vie passée, Arthur et son équipe ont essayé de lui voler son immortalité, mais ils ont lamentablement échoué. Malgré tout, ils ont réussi à occuper Crimson Garden en forçant son corps à se régénérer sans fin, l'empêchant ainsi d'interférer avec le monde par le biais d'autres morts vivants. À l'époque, certains membres de l'équipe se sentaient coupables que l'immortel ne puisse même pas utiliser son propre corps à cause de la malédiction, tandis que d'autres scènes réjouissaient puisqu'il s'était beaucoup trop mêlé du monde réel. Crash, en revanche, était seulement déçu d'avoir échoué à voler cette immortalité. C'était impossible à l'époque, car la compétence exigeait que l'utilisateur devienne plus puissant que l'immortel lui-même. De retour dans la pièce de la maison principale, Crash ne comprend pas pourquoi cette morte vivante pense qu'il est un régresseur. C'est probablement en raison de l'assurance dont il fait preuve bien qu'il ne soit qu'un enfant. L'immortel le voit comme quelqu'un de piégé dans le temps, tandis qu'il se considère lui-même comme un être qui transcende complètement le temps.
Il refuse de croire que quiconque puisse le tuer, jusqu'à ce que notre héros utilise enfin sa compétence. L'immortel réalise soudain que, dans sa longue quête pour trouver quelqu'un d'assez fort pour le tuer, il a enfin rencontré quelqu'un capable de voler la malédiction de l'immortalité. Interrogé sur les conditions requises, notre garçon explique que l'immortel doit le rendre plus fort que lui-même afin qu'il puisse remplir la condition pour voler la malédiction. Désespéré de retrouver sa liberté, Crimson Garden est prêt à faire tout ce qu'il faut. L'accord conclu, une aura intense remplit la pièce même si le vrai corps de l'immortel ne s'y trouve pas. Crash est convaincu qu'une entité capable de combattre Arthur et ses plus puissants compagnons peut l'aider à devenir très puissant. Il est déterminé à empêcher la fin du monde, même si cela implique de manier le pouvoir de la corruption. Puisqu'une seule personne à la fois peut posséder la compétence de régression, ce pouvoir finira par passer à Arthur. Si notre héros ne parvient pas à sauver le monde cette fois-ci, son existence même disparaîtra. Ainsi, notre héros devient l'élève de cet être mort-vivant, Crime, qui insiste pour qu'il l'appelle maître. Alors qu'ils marchent ensemble, Crime lui fait remarquer que le manoir principal n'est plus le véritable foyer de Crash. Il l'a quitté il y a si longtemps qu'il se souvient à peine du visage de ses parents. C'est alors qu'un serviteur arrive pour annoncer que la mère de notre héros le réclame. C'est troublant, car elle n'a jamais montré le moindre intérêt pour lui auparavant, pas même lorsqu'il vivait au pavillon Chanson. Les rumeurs concernant son changement soudain ont dû attirer son attention. De plus, le chef de famille souhaite également le rencontrer. C'est surprenant, mais comme le père de Crash est une figure légendaire de niveau divin, il a peut-être ressenti quelque chose d'inhabituel chez lui à travers les étoiles. Bien qu'on lui conseille de passer la nuit sur place, Crash décide de retourner à son pavillon, car Bianca l'attend et il a d'autres affaires à régler. Il promet de revenir une fois que son père sera arrivé ou s'il exige personnellement une entrevue. Sur ce, il quitte le manoir avec Crime. Interrogé sur son apparence, Crime mentionne qu'en tant que régresseur, notre héros sait pertinemment que son véritable corps est piégé ailleurs. Notre héros ne voit aucune raison de le corriger ou de lui expliquer qu'il ne fait qu'emprunter la compétence de régression des Arthur. Il ne la possède pas vraiment. Peu de temps après, ils atteignent le pavillon et trouvent Ariad et Bianca qui les attendent avec une lettre de Darling. La lettre annonce l'arrivée imminente de Darling et rapporte la création réussie d'un remède contre la maladie du changement de couleur. Crash demande à Ariad de bien prendre soin de Darling à son arrivée, pour son propre bien. Le vieil homme comprend, puis mentionne que Bianca s'est inquiétée pour lui tout ce temps, au point d'être prête à se rendre au manoir principal pour le voir. Réalisant que cela fait un moment qu'il n'a pas vérifié l'état de Bianca, Crash utilise sa compétence pour inspecter son premier verrou. À sa grande surprise, il découvre qu'il a enfin été déverrouillé. À la grande surprise de Crash, maintenant que le premier verrou est ouvert, il peut passer à la suite. Il présente Crime, actuellement déguisé en corbeau, à Bianca. Elle l'attrape immédiatement pour lui faire des câlins, tandis que le maître mort-vivant se débat désespérément pour se libérer. Au milieu du chaos, notre garçon se concentre sur le deuxième verrou, qui exige qu'il devienne une personne importante dans la vie de Bianca. Parmi toutes les options possibles, être son fiancé le place au plus près du rôle d'amant. Cependant, étant un adulte à l'intérieur, il se sent un peu bizarre de s'en réjouir. Après s'être enfin libéré de l'emprise de Bianca, Crème se pose directement sur la tête de notre héros. Il déclare que l'entraînement de Crash va commencer immédiatement et exige de voir ses véritables capacités. Ils arrivent bientôt au terrain d'entraînement. Crème est très déçu par le talent brut de son élève et se moque ouvertement de lui. Pour lui, il est évident que notre garçon n'est arrivé jusque-là que grâce à ses expériences passées et à ses compétences secrètes. Dans son état actuel, n'importe quel véritable génie pourrait facilement le surpasser d'ici 5 ans. Toutefois, Crime estime que si notre héros manque de talent naturel, il peut toujours le voler. Le mort-vivant promet de le soutenir et de l'aider à devenir la personne la plus puissante au monde, quelqu'un capable de tout accomplir, y compris de voler sa malédiction d'immortalité. Quelques jours plus tard, alors que Crash s'entraîne, Darling arrive l'air excité et radieux. Il lui tend un flacon de remède, ce qui lui vaut d'être encensé comme un génie. Darling mentionne également que le comportement des Anix a radicalement changé et qu'il a repris l'entraînement. Entendre cela emplit notre héros de fierté quant à l'impact qu'il a eu. Il dit alors à Darling de rentrer chez lui. Avant qu'il ne puisse partir, Crime prend la parole. Il avait prévu de donner à notre garçon un élixir pour renforcer son corps et réalise que Darling, en tant que grand alchimiste, est la personne idéale pour le préparer. Un élixir est une concoction rare qui augmente la force physique. Ils sont généralement d'une valeur inestimable et transmis de génération en génération au sein des grandes lignées. Dans sa vie passée, Crash n'aurait jamais pu s'en offrir un, car ils étaient réservés à l'élite. Maintenant que Crime connaît la formule, il peut demander à Darling de le préparer. Darling accepte, mais rassembler les ingrédients rares pose problème. Heureusement, notre héros compte s'en charger en utilisant ses connaissances de sa vie antérieure. Avec l'aide de Crime, il oblige Darling à écrire la formule complète en prétextant que la recette a été transmise au sein de la famille Valem. Les ingrédients n'en restent pas moins un défi. Le premier élément, le champignon solaire blanc comme neige, pousse sur le territoire des Ardenardes. Crash peut donc simplement demander à Bianca de l'obtenir de sa famille. Cependant, le second élément, l'herbe du dragon doré, ne se trouve que dans les lointaines régions des vampires. Il pourrait essayer de l'acheter sur le marché noir,
mais se faire prendre par les nobles causerait d'énormes problèmes. Pour éviter ce risque, Darling suggère que notre garçon s'inscrive au tournoi de l'Empire d'Ephenia, exclusivement réservé aux juniors. Le vainqueur du tournoi reçoit l'herbe du dragon doré en récompense. Toutefois, participer au tournoi s'avère difficile, car l'Empire l'a probablement organisé pour faire pression sur l'Académie sur le plan politique. Mais ce grand alchimiste a déjà une solution plutôt farfelue. Il tend une potion à notre héros, et dès qu'il l'avale, son corps se métamorphose en celui d'une fille. Se tenant à proximité, Darling estime que tant que son identité reste secrète, il pourra participer au tournoi sans le moindre problème. Cela ne fait que rendre Crash furieux, forçant un Darling paniqué à s'excuser immédiatement. Quelques jours plus tard, notre héros s'entraîne avec Cream. D'innombrables attaques pleuvent lors de la séance, pourtant notre héros parvient à parer la moindre frappe. Il a appris une nouvelle technique de haut niveau qui lui permet de prédire naturellement les assauts de son adversaire. Puisqu'il possède également un sixième sens et une intuition infaillible, il l'a maîtrisé bien plus vite que prévu. Une fois qu'il aura pris l'élixir, son corps se renforcera, permettant à son esprit et à ses mouvements de se synchroniser parfaitement pour le rendre encore plus redoutable. À la fin de l'entraînement, Crash se prépare à partir. Il prend la potion de déguisement que Darling lui a confectionnée, ce qui lui permettra de se faire passer pour un roturier d'un autre royaume et d'entrer facilement dans le tournoi. Notre héros est fin prêt pour le départ. Aux portes du domaine, Ariad a fait en sorte qu'un marchand le guide vers l'Empire par un itinéraire clandestin. Pour garder ses plans secrets, Crash choisit de voyager avec un trafiquant d'épices érodées, laissant le manoir du pain vert entre les mains expertes d'Ariad. Le vieil homme jure de protéger le manoir et d'interdire l'accès à quiconque, même au chef de la famille en personne. Notre garçon lui accorde désormais une confiance aveugle, surtout depuis qu'il a guéri sa fille avec le remède de Darling. En échange du sauvetage de sa fille, Ariad lui a juré une loyauté éternelle. Pendant ce temps, Bianca lui vient en aide en lui procurant le champignon solaire blanc comme neige. Elle lui prépare même de ses propres mains des sandwichs pour son voyage. À sa demande, Crash promet de rentrer au manoir le plus vite possible. Finalement, il grimpe dans la carriole et entame son périple, souhaitant à Bianca d'être en sécurité et heureuse avant de partir. En chemin, la carriole s'arrête pour une pause, et notre héros reprend son entraînement. Grâce à son sixième sens, il peut désormais contrôler l'énergie de l'érosion. Cependant, il est déçu que le marchand ait choisi une route éloignée des zones d'érosion, l'empêchant d'absorber la moindre énergie non purifiée pendant le trajet. Pendant qu'ils discutent, Cream remarque soudain que le marchand a des ennuis. Un groupe d'hommes brutalise cette jeune femme qui craint que sa dernière heure ne soit arrivée. Avant que la situation ne dégénère, notre héros s'interpose et fauche sur le champ les deux hommes qui la retiennent. Voyant cela, le chef de la bande ordonne au reste de ses hommes de passer à l'attaque. Ils se ruent un vers lui, mais Crash les abat tous sans l'ombre d'une pitié. Ne restant plus que lui, le chef fonce tête baissée, prenant un simple gosse pour un voyageur ordinaire. Cependant, il se rend vite compte que notre garçon anticipe et bloque la moindre de ses offensives. Malgré le danger évident, le chef refuse de battre en retraite. Il s'élance à nouveau, libérant soudainement la technique de la hache de guerre fantôme. Crash parvient à se défendre, mais dès l'instant où il reconnaît cette technique, il comprend que l'homme est un disciple de Butchedog. Butchedog est celui qui était devenu un serviteur de l'érosion du monde dans sa vie passée, aux côtés de Bianca, le démon blanc. À l'époque, il avait massacré un nombre incalculable de personnes avant que Charlotte ne finisse par le terrasser. Cette victoire fut d'ailleurs la raison pour laquelle Charlotte devint une légende dans tout l'Empire. Cependant, dans ce monde, il est encore bien trop tôt pour qu'il soit impliqué dans ces sombres machinations. Voir ses subordonnés opérer dans une zone de non-droit laisse Crash à la fois perplexe et inquiet. De retour au combat, notre héros utilise Igni pour réduire le chef ennemi en cendres. Ensuite, il récolte un peu d'herbe du dragon doré et reprend la route vers sa destination. Pendant ce temps, loin de la Ceylan, la capitale impériale, la 4e princesse de l'Empire observe les participants au tournoi, les yeux pétillants de joie. Elle projette de faire un mauvais coup, mais se ravise rapidement lorsque la femme derrière elle lui rappelle que son père serait fou de rage face à ses enfantillages. À seulement 7 ans, la princesse Sisley était une enfant prodige capable de résoudre sans effort les problèmes mathématiques les plus complexes. Les gens étaient convaincus qu'elle réécrirait l'histoire de l'Empire. Ils avaient même pris la décision d'informer son Altesse de ses talents hors normes. Cependant, elle savait que son corps frêle ne survivrait jamais à une lutte pour le trône. Pour se sauver de la tourmente politique, elle a délibérément choisi de jouer à l'enfant gâté. Il n'a pas fallu longtemps pour que tout le monde l'abandonne et la considère inapte à la succession impériale. Celle qui veille sur elle depuis des années est Sarah, la seule qui la comprenne mieux que quiconque. Debout au premier étage, Sisley remarque notre héros et Cream, perché sur son épaule sous la forme d'un corbeau. Elle soupçonne immédiatement qu'il pourrait appartenir à la famille Valem. Même si Sarah lui assure qu'aucun Valem ne viendrait jamais ici, elle saute pour mener sa propre enquête. Elle se précipite vers lui mais perd l'équilibre en chemin. Crash la rattrape de justesse, mais s'éloigne rapidement sans dire grand-chose. Malgré cela, sa façon de parler suffit à lui confirmer qu'il connaît sa véritable identité. D'un autre côté, notre héros a l'intention de l'éviter autant que possible. Il s'inscrit alors au tournoi en utilisant un faux nom et une fausse adresse. Cependant, lorsqu'il essaie de réserver une chambre, il découvre que tout est complet.
Bien que le problème soit vite réglé lorsqu'une vieille dame lui offre l'hospitalité, Cream trouve cette soudaine proposition suspecte. Crash l'accepte sur le champ. Même quand Cream proteste, il n'y prête aucune attention et refuse de dormir dehors. Peu après, ils arrivent chez la vieille femme qui lui donne une chambre et lui demande de descendre pour le dîner tout à l'heure. Ensuite, notre garçon monte à l'étage et trouve, contre toute attente, Sisley qui l'attend. Il est maintenant évident que toute cette rencontre était prévue depuis le début. Pourtant, Crash l'ignore complètement et se dirige tout droit vers sa chambre. La princesse refuse de le laisser tranquille, enchaînant les questions même quand il l'insulte. Elle lui propose même de manger ensemble pour mieux se connaître, mais finit par essuyer un refus glacial. Cela rend cependant la princesse un peu furieuse, au point de faire quelque chose de choquant. Ayant déjà deviné sa véritable identité, elle l'appelle soudain par son vrai nom. Bien qu'on l'ait appelé par son vrai nom, notre héros décide de feindre l'incompréhension pour garder secrète son identité de Valem. Pendant ce temps, Sisley continue d'essayer de le percer à jour. Il prétend qu'elle devrait se comporter comme un enfant, manger son dîner et se coucher tôt. Elle essaie de se défendre, mais Crash l'écarte tout simplement d'un revers de main. Pendant qu'il dîne, la petite princesse reste debout avec Sarah. La seule raison pour laquelle elle a pu déduire que notre garçon vient de Starlone, c'est que même si l'on change d'axe, l'essence même du discours demeure. Cela démontre l'extraordinaire capacité de Sisley à remarquer les moindres détails. Ses capacités d'analyse sont exceptionnelles, rendant son talent comparable à l'œil de l'esprit. Pourtant, elle trouve étrange que notre héros semble en savoir autant sur elle, bien qu'elle n'ait aucun souvenir de l'avoir rencontré. Quand Sarah suggère de mener une enquête plus approfondie sur lui, la princesse rejette l'idée et lui dit de ne pas s'en mêler. À la place, elle interroge Sarah sur sa sœur, la troisième princesse, Sigrin. Après s'être penché sur la question, il est clair que Sigrin a radicalement changé au cours de l'année écoulée. Sisley s'en doutait déjà, car elle ressent dernièrement des ondes de danger émanant d'elle. Cette prise de conscience la fait également s'inquiéter pour la première et la deuxième princesse. De retour sur le champ de bataille, Crash continue d'écraser ses adversaires avec une facilité déconcertante, attirant une fois de plus l'attention de la foule. La présence de Cream sur son épaule ne fait que le faire ressortir davantage. Pendant ce temps, la petite princesse continue de le questionner à chaque occasion, ce qui l'irrite de plus en plus. Il est tout de même soulagé que ces interférences n'affectent pas ses matchs. Le tour préliminaire consiste en 100 participants combattant simultanément sur un seul champ de bataille. La bataille chaotique se poursuit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les 4 meilleurs pour accéder à la finale. Après son match, Crash marche dans les couloirs où un homme étrange couvert de bandages l'approche. L'homme soupçonne notre protagoniste d'appartenir à Night Raven, l'organisation d'assassins clandestins la plus redoutée de l'Empire. Night Raven opère en dehors de la loi officielle de l'Empire, et dans la vie passée, ils étaient la principale raison de la chute de l'Empire. Puisque Crash n'a jamais visité cette région dans sa vie précédente, il a très peu d'informations sur leur implication dans le tournoi. Essayant d'éviter les ennuis, il tente de dissiper le malentendu. L'homme lui dit de ne pas s'inquiéter, affirme qu'il n'a aucune idée de qui soutient notre héros, et s'éloigne, le laissant perplexe. Mais Cream passe immédiatement à l'action. L'entraînant dans un endroit isolé, il utilise sa compétence de lavage de cerveau sur l'homme. Une fois l'homme sous son contrôle, notre héros l'interroge sur Night Raven. L'homme confirme que l'organisation est en pleine destruction depuis un certain temps. Peu de temps après, la situation devient encore plus confuse. Night Raven devait initialement participer au tournoi, mais l'homme au bandage révèle que tout a changé à cause de leur nouveau chef, le deuxième prince de l'Empire d'Eophania. Cette révélation est incroyablement étrange. Night Raven est généralement un piège de l'ombre utilisé pour surveiller les nobles, et la famille impériale est la plus impliquée avec eux. Apprendre que le deuxième prince est leur nouveau maître est troublant. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que le lien de la famille impériale avec Night Raven est resté un secret absolu jusqu'à la chute de l'Empire dans la vie précédente. Le fait qu'un membre ordinaire soit au courant suggère que quelqu'un divulgue des informations. Après avoir pesé les faits, la confusion se dissipe. Le cerveau derrière ce complot doit être Sigrin. Le deuxième prince devait à l'origine soutenir la première princesse. Par conséquent, écarter le deuxième prince de l'échiquier facilite grandement la voie du pouvoir pour Sigrin. Plus notre héros y pense, plus il est convaincu que quelqu'un manipule les événements dans l'ombre. Pour Crash, il est maintenant clair que l'héritage des souvenirs d'Arthur a bel et bien fonctionné, accordant à Sigrin la connaissance de l'avenir. Avec ses souvenirs, Sigrin finira par cibler Sisley car c'est elle qui possédera le symbole de l'empereur, la perle du dragon blanc, et qui est destinée à se suicider après l'avoir cachée. Elle est aussi exactement la personne qui a initialement fait d'Arthur l'empereur. C'était l'unique raison pour laquelle Sigrin s'est liée à Arthur au départ, pour voler le trône. Si elle réussit à devenir impératrice, l'Empire s'effondrera bien plus tôt que prévu, ce qui accélérera la propagation de l'érosion mondiale. Pour éviter ce drame, notre héros doit arrêter Sigrin et ruiner ses plans. Il décide que la meilleure chose à faire est de voler sa compétence, et il demande l'aide de Cream. Au début, il hésite, mais finit par accepter de l'aider. Quant à l'homme au cerveau lavé, Cream le transforme en serviteur et le renvoie à son poste. Maintenant que l'apparence de Crash a déjà changé grâce à la potion de déguisement, il décide d'utiliser sa nouvelle identité pour découvrir les vrais membres de Night Raven cachés dans l'ombre.
Lors de l'événement principal du tournoi d'arts martiaux, Crash vainc son adversaire et impressionne la foule. À ce stade, presque tout le monde croit qu'il est membre de Night Raven. Se tenant près du champ de bataille, notre héros remarque la 4e princesse qui a assisté à l'événement malgré son avertissement. Après leur dernière rencontre, il l'avait approchée pour lui dire de se protéger. Ces mots ont convaincu Sisley qu'elle a raté quelque chose en ne prêtant pas assez d'attention ces derniers temps. Perdant foi en l'espion royal qu'elles ont engagé, Sarah décide de vérifier l'affaire par elle-même. De retour au présent, grâce aux déductions de notre héros, la vérité éclate au grand jour. La présence de la princesse prouve qu'elle a découvert le plan de Sigrin. Par ailleurs, en voyant quelqu'un d'autre s'approprier la renommée de Night Raven, il s'attend à ce que l'organisation se manifeste. Finalement, il se retire pour attendre que le vrai se montre. Alors que Crash marche dans le couloir, un homme étrange apparaît, comme prévu. Bien que notre héros ne s'attendait pas à ce qu'il arrive si tôt, l'homme étrange dégaine soudain des dagues et se précipite vers lui à une vitesse folle. Cependant, il parvient à esquiver chaque attaque. Lorsque l'ennemi tente un assaut frontal, notre garçon lui attrape la main. Soudain, d'étranges pointes en forme de dagues jaillissent du dos de l'ennemi, pointant droit vers lui. Une fois de plus, il se protège à l'aide de coups de pied rapides. La technique que l'ennemi vient d'utiliser était le pouvoir d'érosion mondiale d'un érodeur, ce qui est presque inutile contre Crash. Il sait même que derrière ce déguisement étrange se cache une fille nommée Ebalasque qui est une érodeuse. Sachant que son cœur est en possession de Sigrin, il décide de passer un marché avec Ebalasque. Il lui propose de lui ramener son cœur en échange d'informations sur Sigrin. Ebalasque est une personne dont le cœur a été arraché même dans la vie passée, et elle a été gardée prisonnière par l'Empire pendant 1000 ans. À l'époque, Arthur l'a trouvée utile et a décidé de l'emmener avec lui, bien que les dirigeants ne l'aimaient pas. La seule information qu'il avait sur elle était qu'elle était la seule nécromancienne au monde. Le fait qu'elle appartenait à Night Raven a été gardé secret. Maintenant qu'il repense aux erreurs du passé et rassemble les pièces du puzzle, il est très probable que Arthur l'ait découvert, ce qui explique exactement pourquoi elle a disparu à l'époque. De retour dans le présent, Crash arrive dans une pièce remplie de toiles d'araignée et d'ordures. Tout au fond se trouve la nécromancienne. Notre héros l'a rencontrée, comme prévu, utilise sa capuche noire pour libérer son cœur. Cependant, remplir les conditions est impossible. Mais si elle lui confie vraiment son destin, il lui sera plus facile de récupérer son cœur. Elle affirme être prête à lui faire confiance, mais ses paroles ne viennent pas du fond du cœur. Pour la convaincre, Crash lui rappelle depuis combien de temps elle travaille comme une esclave. Il lui dit qu'une fois son cœur récupéré, elle pourra mener une vie confortable, laissant les cadavres faire tout son travail pendant qu'elle se contentera de manger et de profiter de la vie. Si elle ne récupère pas son cœur maintenant, elle devra obéir aux nobles pour le reste de sa vie. Cette idée la terrifie, car elle les sert déjà depuis des siècles. N'ayant pas d'autre choix, elle décide de confier entièrement son cœur à notre héros. Elle accepte ces conditions parce qu'elle veut tout simplement être libre. En échange de son aide, Crash exige de connaître le souhait le plus profond et le plus sincère d'Ebalasque. Elle hurle, le suppliant de lui arracher le cœur. Avec cette libération émotionnelle, ses chaînes se brisent et elle est enfin sur la voie de la liberté. Son cœur appartient désormais à Crash. Finalement, le verrou saute et notre héros prend possession du cœur d'Ebalasque. Elle lui demande immédiatement de le lui rendre, mais Crash n'accepte de le faire qu'une fois leurs affaires terminées. D'abord, il l'interroge sur les plans de Sigrin. La vérité éclate enfin au grand jour. Sigrin a l'intention d'assassiner Sarah et d'utiliser son cadavre pour tuer la petite princesse. Au même moment, dans un autre lieu, Maria Diana parvient à assassiner l'innocente Sarah. Juste après l'acté, un cadavre contrôlé par la nécromancienne arrive pour récupérer son corps. La véritable motivation derrière toutes ces actions, c'est Arthur. Dans le monde passé, le groupe avait convenu de se retrouver à la Statue de la Paix le tout premier samedi après la régression. Cependant, lorsqu'ils sont arrivés au point de rendez-vous, Arthur ne s'est jamais présenté. Ils n'ont plus eu aucune nouvelle de lui depuis ce jour-là. Refusant toujours de perdre espoir, Diana a passé la dernière année à attendre Arthur tous les jours. Elle s'entraîne constamment pour devenir aussi forte que lui afin de mériter ses éloges. Elle est déterminée à travailler dur et à faire tout son possible pour que cette mission soit une réussite. Alors que le cadavre contrôlé ramasse le corps de Sarah, Diana pose des questions sur notre héros qui participe actuellement au tournoi d'arts martiaux. Elle suppose qu'il n'est qu'un autre cadavre contrôlé par la nécromancienne, et la marionnette confirme son hypothèse. Avant de partir, Diana avertit Ebalasque de ne pas ruiner le plan ni d'essayer de s'enfuir. Cette femme maléfique croit que le cœur de la nécromancienne est en sa possession. Après cela, Diana prend congé. Elle est parfaitement consciente que Crash est un Valem, et elle le traite ouvertement de bon à rien. Le lendemain, notre garçon se tient sur le champ de bataille. Son adversaire est un pirate, un roturier, ce qui en fait un concurrent inattendu. Malgré ses origines modestes, le pirate a un cœur pur et rêve d'un monde pacifique. Il veut aussi prouver qu'un pirate est une force redoutable digne de la génération du ciel bleu. Pour la première fois dans ce tournoi, Crash décide d'utiliser son épée. Le pirate lui assure que, puisqu'ils ont tous deux atteint la finale, leur admission à l'académie est garantie. Il est convaincu que notre protagoniste n'a plus besoin de vivre comme un assassin ou un membre de Corbeau de Nuit, car aucun pays ne peut interférer avec l'Académie Rakala. Avant le début du combat,
notre héros donne un conseil bienveillant au pirate. Il ne devrait pas s'accrocher uniquement à l'espoir, car une fois brisé, il ne saura plus quoi faire. Peu de temps après, dès que la bataille commence, le pirate s'élance avec une vitesse incroyable. Cependant, notre héros reconnaît immédiatement son jeu de jambes et bloque facilement l'attaque. Après avoir échoué à porter un coup à plusieurs reprises, le pirate réalise que son maniement de l'épée a été complètement percé à jour. Dans sa vie passée, notre héros connaissait en fait ce pirate. Parce qu'il est né dans une région où il neigeait toute l'année, ses mouvements avaient naturellement évolué pour donner l'impression qu'il glissait sur la glace. Il avait fourni tant d'efforts qu'il a fini par devenir aussi fort que Anix et a même créé la technique des 10 pas célestes. Puisqu'il l'a vu s'entraîner, Crash connaît les moindres mouvements et compétences du pirate mieux que le pirate lui-même. D'un autre côté, en regardant son élève mêler parfaitement son sixième sens, son expérience passée et la connaissance de son adversaire, Crime est profondément impressionné. Pendant le combat, notre garçon dit gentiment au pirate de continuer à devenir plus fort. Il explique que même si la situation du pirate devient désespérée, sa mort pourra au moins servir d'exemple et redonner espoir aux autres. Et avec sa dernière frappe, le match se termine. Il se souvient comment, dans sa vie passée, ce type vaincu avait été le seul à le remercier lorsqu'il avait levé sa malédiction, promettant de travailler dur pour sauver le monde. Même dans cette vie, le pirate espère retrouver notre héros à l'académie. Pendant ce temps, observant Deno, le second prince, Siofan Ophania, regarde le match. Supposant lui aussi que le vainqueur est un membre de Corbeau de Nuit, il fait l'éloge du travail de la nécromancienne. Il se rassure secrètement en se disant que si les choses continuent d'aller dans son sens et qu'il rallie davantage de nobles à sa cause, il deviendra enfin roi. Soudain, le chevalier noir, qui punit habituellement les criminels, interrompt l'événement. Diana arrive à leur côté, accusant bruyamment le second prince d'être l'assassin de Sisley. Malgré les protestations du prince, Diana informe la foule qu'un ordre officiel d'assassinat visant Sisley a été découvert dans une planque de Corbeau de Nuit. Le second prince crie pour se défendre, mais quelque chose de choquant se produit à ce moment-là. La quatrième princesse apparaît saine et sauve aux côtés de Sarah. Elle confirme qu'elles n'ont même jamais ressenti de tentative d'assassinat et qu'elle va parfaitement bien. Les voir toutes les deux envie laisse Diana sous le choc le plus total. Sisley remarque immédiatement l'expression paniquée de Diana et commence à se demander quel genre de complot se trame dans son dos. Ce qui s'est réellement passé, c'est que lorsque Sisley a commencé à douter de leurs propres espions, Sarah était certaine que rien ne tournerait mal. Cependant, lorsque ces espions ont commencé à se retourner contre elle, Sarah s'est inquiétée et a décidé d'enquêter elle-même sur la situation. Elle était en route pour rester près de Sisley et la protéger quand Crime est apparu. Le maître mort-vivant lui a accordé une immortalité temporaire et lui a ordonné de jouer le jeu face aux événements qui se préparaient. Elle a immédiatement reconnu que le corbeau appartenait à notre héros. Avant qu'elle ne puisse interroger Crime ou se rendre compte qu'elle tombait dans un piège, Diana l'a soudainement prise en embuscade, la poignardant avec une lance. Si Crime n'était pas intervenu à temps, elle et la petite princesse seraient mortes sur place. De retour dans le présent, la quatrième princesse ordonne l'arrestation de la vice-capitaine des Dragons Noirs. Elle dénonce aussi publiquement Diana, soulignant qu'elle n'a amené les chevaliers noirs sur les lieux que parce qu'elle était totalement convaincue que ses cibles étaient mortes. Elle ordonne à Sarah d'éliminer Diana. Au lieu de cela, la gouvernante frappe un autre chevalier qui se tenait à proximité. Pendant ce temps, l'ennemi reste pétrifié, complètement confuse face à l'échec de son plan. Elle avait ordonné à la nécromancienne de les tuer toutes les deux, et pourtant, elle se tenait là, en parfaite santé. Pour aggraver les choses, tous les espions infiltrés qu'il avait placés parmi les dragons noirs étaient maintenant rassemblés et arrêtés. N'ayant personne d'autre à blâmer, Diana suppose que la quatrième princesse a découvert l'intégralité du complot grâce à son propre sens de l'observation aiguisée. Cette intelligence est d'ailleurs la raison exacte pour laquelle Sigrin veut sa mort, car elle représente une menace énorme pour leur plan futur. Désespérée, Diana plonge la main dans un portail où elle pense que le cœur de la nécromancienne est gardé, lui ordonnant de tuer immédiatement la quatrième princesse. En se tenant là, la nécromancienne réalise que Crash n'a pas encore réellement pris possession de son cœur. Incapable de résister à un ordre direct, elle hurle pour qu'il l'aide. Dans un éclat de lumière soudain, le portail contenant le cœur s'évanouit de l'emprise de Diana. En voyant ses plans s'effondrer et en perdant son moyen de pression sur la nécromancienne, la femme se sent vaincue l'espace d'un instant. Cependant, sa malveillance prend le dessus. Décidant de profiter de la distraction de la foule concernant Ebalasque, elle se résout à tuer la quatrième princesse elle-même. Elle s'élance en avant en utilisant sa compétence, Axel, qui lui confère une vitesse inégalée. À sa grande surprise, juste à temps, notre garçon s'interpose sur son chemin et bloque la frappe, laissant la foule dans une admiration absolue. Debout face à elle, Crash fait remarquer que Diana n'a pas changé d'un pouce. Ces paroles la laissent sous le choc. Elle n'arrive pas à croire qu'un étranger ait non seulement bloqué son attaque de vitesse ultime, mais qu'il s'adresse aussi à elle comme s'il la connaissait vraiment. Profitant de cette ouverture, le second prince ordonne au chevalier noir d'arrêter Diana pour tentative de meurtre. Alors qu'il la maîtrise, elle est finalement envahie de regrets pour avoir agi de manière aussi imprudente. Elle espère silencieusement que Sigrin et Arthur viendront à son secours. Tandis que Diana est emmenée, notre héros repense à l'affrontement. Même avec la flamme noire, il a eu beaucoup de mal à bloquer son attaque.
Bien qu'il ait réussi, il se rend compte qu'il a encore besoin de beaucoup d'entraînement. Malgré tout, il est soulagé que Sisley soit en sécurité. Au milieu de la confusion générale, Crash décide que c'est le moment idéal pour s'éclipser, disparaissant avec la nécromancienne. Cependant, la princesse est frustrée de ne pas avoir eu l'occasion de le remercier. Bien décidée à lui rendre l'appareil, elle se résout à le suivre à l'académie. De son côté, grâce à la capacité de téléportation des Balasques, notre héros réapparaît sain et sauf à un autre endroit. Comme promis, elle lui remet l'herbe du dragon doré, et il lui rend son cœur. Elle est abasourdie par son honnêteté, car elle s'attendait vraiment à être forcée de le servir. Elle lui fait remarquer qu'il est différent des autres érodeurs. Elle le qualifie d'érodeur car elle l'a vu utiliser le pouvoir d'érosion pour bloquer l'attaque de Diana. Sa conviction est d'autant plus renforcée que la flamme noire a consumé toute l'énergie que notre protagoniste avait précédemment absorbée avec le poison de sang extrême. Bien que ce malentendu soit la raison même pour laquelle Ebalasque lui a fait confiance, il réalise que d'autres érodeurs pourraient aussi le prendre pour l'un des leurs à l'avenir. Finalement, interrompant ses pensées, Crime lui donne une information inquiétante. Au pavillon, Bianca n'est pas dans son état normal. Selon les informations recueillies par Crime, Bianca a été attaquée par le chien bouché dans les montagnes du territoire ardennard et est portée disparue depuis. L'inquiétude s'empare de Crash. Maudissant le chien bouché, il décide de se rendre immédiatement sur le territoire ardennard. Il emmène la nécromancienne avec lui. Alors qu'ils sont assis dans le véhicule, elle exprime sa confusion quant au fait que notre héros est une fiancée. Pour dissiper tout malentendu, Crash abandonne son déguisement et reprend son apparence physique d'origine, se présentant sous sa véritable identité. Voir sa véritable forme laisse la nécromancienne complètement surprise. Pendant ce temps, très loin dans les montagnes du territoire ardennard, la deuxième fille de la famille, Janica, pleure sous une tente. Elle scène veut d'avoir menti à Bianca en prétendant ne pas avoir le champignon solaire des neiges, ce qui est la raison pour laquelle elle est partie seule dans ces montagnes dangereuses. Morte d'inquiétude, Janica a rassemblé une équipe de recherche pour suivre sa petite sœur. Quand elle l'a rattrapée, Janica a essayé de la convaincre qu'elle trouverait personnellement tout ce dont la famille Valem avait besoin. Cependant, elle a caché sa véritable inquiétude pour sa petite sœur. Au lieu de cela, elle a fait comme si elle détestait la présence de Bianca et voulait qu'elle parte au plus vite. Pensant que sa sœur la déteste sincèrement, Bianca croit aussi qu'elle la tient pour responsable de la mort de leur mère. Bien qu'elle ait promis de quitter le territoire dès qu'elle aurait trouvé le champignon. Alors que les deux sœurs se disputaient, le chien bouché est soudainement apparu. Il a massacré toute l'équipe de recherche. Profitant du chaos, les deux sœurs ont réussi à se cacher derrière les falaises. Même en danger, Bianca est restée concentrée sur la recherche du champignon solaire des neiges. Janica l'a fait taire et lui a rapidement expliqué sa stratégie. Équipée d'artefacts de mouvement, elle prévoyait d'attirer le meurtrier dans la zone dangereuse des crevasses. De son côté, le chien bouché restait absolument convaincu que les deux filles ne pourraient jamais lui échapper. Peu après, Bianca et sa sœur ont atteint le bord d'un profond ravin. Elles ont décidé que leur seule option était de sauter sur une corniche voisine, même si la moindre erreur signifiait une mort certaine. À cet instant précis, le chien bouché les a rattrapées, les forçant à faire le grand saut. Heureusement, elles ont atterri saines et sauves sur ce petit appui, mais l'ennemi les a repérées instantanément. Quand il a essayé de sauter sur la corniche pour les poursuivre, Bianca s'est jetée sur lui, le précipitant dans le vide abyssal. C'est la dernière fois que Janica a vu sa sœur. Malgré la chute, l'équipe est certaine qu'elle doit être encore en vie, car une épaisse couche de neige recouvrait la zone de leur atterrissage. Cependant, Janica ne cesse de s'en vouloir, regrettant amèrement son mensonge à propos du champignon. Un compagnon tente de la calmer, mais elle reste enfermée dans son chagrin. Elle sait que même si Bianca a miraculeusement survécu au meurtrier, elle ne pourrait pas survivre seule dans ces montagnes gelées pendant une semaine entière. Quelque part au plus profond des montagnes enneigées, Bianca se réveille. Elle survit en mangeant des noix depuis des jours. Grâce aux champignons solaires thermiques des neiges, qui dégagent une chaleur naturelle, elle a réussi à rester au chaud malgré le froid glacial. En se dirigeant vers les hauteurs pour envoyer un signal de détresse, elle tombe par hasard sur la zone exacte où pousse ce champignon. En utilisant les connaissances tirées de ses livres, elle réussit à préparer de la nourriture et des remèdes pour soigner ses blessures. Cependant, son endurance physique a déjà atteint sa limite absolue. Alors qu'elle réfléchit à sa survie, le chien bouché l'attaque soudainement par derrière. Il frappe pour la tuer, mais elle se baisse pour ramasser des noix à ce moment précis. Inconsciente de sa présence, elle esquive l'attaque mortelle sans même le faire exprès. Le meurtrier se ressaisit rapidement et l'attrape par le cou, prévoyant déjà de voler son ornement de cheveux pour le vendre. Dans ce qu'elle croit être ses derniers instants, Bianca ne peut penser qu'au manoir des Pins Verts, où elle a passé ses journées sous la protection de notre héros. Ces jours lui manquent profondément, car ils ont laissé en elle une empreinte émotionnelle indélébile. Elle ressent une culpabilité tenace face à son manque d'émotions habituelles, se disant que si elle était normale, elle aurait pu chérir ces moments encore davantage. Elle crie le nom de Crash. À sa grande surprise, il apparaît bel et bien et assène un puissant coup de poing dans le ventre de l'ennemi. Il rattrape Bianca dans ses bras et la confie à ses compagnons pour qu'ils la protègent. Crime ne peut pas lui être d'un grand secours, car ses subordonnés ne peuvent pas engager le combat directement. De plus,
Même Ebalasque refuse de se battre car elle est terrifiée par le chien boucher. Malgré tout, la nécromancienne aide notre héros en utilisant sa capacité de téléportation pour réduire la distance lors du sauvetage. Malgré tout, Crime craint que Crash ne perde face à ce meurtrier qui est largement plus fort. Lui, cependant, a foi en sa propre force et est déterminé à gagner. Avant que le duel ne commence, il arrache l'ornement de cheveux de Bianca des mains du chien boucher et se présente. Réalisant que le fiancé est enfin apparu, le chien boucher charge immédiatement en balançant sa hache massive. Même lorsque Crash réussit à bloquer le coup, il a du mal à supporter cette force brute, bien qu'il utilise son sixième sens. D'un autre côté, le meurtrier ne pense qu'à l'énorme prime qu'il touchera en les capturant tous les deux. L'ennemi est un expert de haut niveau, tandis que notre protagoniste n'a atteint le rang d'expert de niveau intermédiaire que récemment. Il lutte de toutes ses forces dans cet affrontement, tandis que l'ennemi reste totalement confiant en sa victoire. Trouvant une ouverture, l'ennemi lance une attaque dévastatrice sur notre héros. Mais quand la fumée se dissipe et que l'ennemi retrouve la vue, il découvre que sa cible a disparu. La confusion ne dure pas longtemps. Crash s'était caché sous l'épaisse couche de neige. Dès qu'il repère une ouverture, il surgit et frappe violemment le meurtrier, lui brisant les côtes et l'empêchant de se rétablir. Il décide de mettre fin au combat immédiatement en utilisant Igni. Cependant, à la toute dernière seconde, l'adversaire riposte avec elle entrave fantôme, ce qui complique les choses. Conscient que l'équipe de recherche arrivera bientôt, l'ennemi prévoit de tuer sa cible rapidement avant que les renforts n'arrivent. À cause de cette technique secrète, les sens de notre héros commencent à s'engourdir. Pourtant, il a déjà survécu à cette situation exacte par le passé. À l'époque, il avait réussi à échapper au piège en utilisant l'œil de l'esprit. Ayant réussi à contrer la technique une fois de plus, il fait semblant d'être encore affecté. Il attend son heure, attendant que le meurtrier baisse sa garde et croit qu'il a déjà gagné. L'ennemi se précipite en avant pour porter le coup de grâce. Cependant, quand Crash bloque la frappe sans le moindre effort, le meurtrier réalise que son adversaire va parfaitement bien. Incertain de la durée restante de sa compétence d'entrave fantôme, l'ennemi recule. Il devient beaucoup plus prudent, réalisant enfin que notre héros n'est pas un combattant ordinaire. Il essaie de provoquer Bianca pour le distraire, mais notre héros refuse de réagir. Frustré, le meurtrier déchaîne ses haches fantômes, créant une illusion infinie conçue pour torturer sa cible jusqu'à ce qu'elle s'effondre d'épuisement. Des dizaines de croix rouges lumineuses se forment dans le ciel, pleuvant sur notre garçon l'une après l'autre alors qu'il lutte pour bloquer chaque attaque. Observant depuis un endroit sûr, la nécromancienne, sous la forme d'un moineau, s'inquiète profondément. Elle se demande si elle devrait se mêler au combat et tuer l'ennemi elle-même. Cependant, elle hésite, terrifiée à l'idée que le maître du chien boucher, le chien fou, la traque pour se venger. Refusant d'agir comme une lâche et d'abandonner l'homme qui lui a rendu sa liberté, elle se prépare à intervenir. Avant qu'elle ne puisse bouger, Crème s'interpose. Il lui dit de reculer, lui expliquant que Crash a choisi cette voie lui-même et qu'il faut lui faire confiance. Bien qu'elle accepte d'attendre à contre-cœur, elle reste rongée par l'angoisse et se jure silencieusement que si notre héros meurt, elle préservera son cadavre en personne. Pendant ce temps, dans le combat, il se tient lançant et épuisé, poussé dans ses derniers retranchements. Son aura est complètement asséchée à force d'utiliser l'œil de l'esprit pour lire les attaques illusoires. Vidé de son énergie, il est forcé de se battre en se fiant uniquement à son instinct pur. Il balance son épée de toutes ses forces restantes, perçant enfin l'illusion à jour. Mais au moment où la fausse réalité vole en éclats, l'ennemi bondit haut dans les airs, prêt à l'abattre. N'ayant plus d'autre option, Crash abat sa dernière carte. Il y a bien longtemps, il a pris conscience qu'il n'était pas aussi naturellement doué que ses aînés de légende. Il ne pourrait jamais vaincre une puissance écrasante avec la seule force de sa vertu. Pleinement déterminé, il utilise la flamme Igni pour enflammer et convertir l'énergie d'érosion mondiale stockée dans son corps par le poison sanguin extrême. Ce pouvoir interdit pousse ses attributs au-delà des limites absolues du corps humain, bien qu'il ne puisse maintenir cet état que pendant 3 petites secondes. Du sang coulant de ses yeux et sa lame s'enflammant, notre héros charge l'ennemi. Pourtant, son attaque rate sa cible lorsque le meurtrier riposte avec voix fantôme, une compétence sonique qui perturbe complètement la visée de sa victime. Profitant de cet échec, l'ennemi s'élance avec des griffes acérées en visant directement sa gorge. Au bord de la mort, notre héros tente de se défendre avec ses arts martiaux, mais le violent coup de griffe le désarme. Dans cette fraction de seconde de pur désespoir, Crash atteint l'illumination et accède à l'état ultime, le royaume de l'harmonie parfaite avec le monde. Une immense aura d'énergie bleue explose autour de lui. Se précipitant à travers l'attaque, il tranche l'ennemi net. Au prix du sacrifice de son propre bras, notre héros parvient à vaincre le chien boucher. Épuisé mais satisfait de sa victoire, il finit par s'effondrer. Sur ce, le groupe décide de s'enfuir rapidement. En utilisant la capacité de téléportation de la nécromancienne, il se téléporte en toute sécurité vers le Seishokan. Dans sa vie antérieure, le jour même où il s'était vu pour la dernière fois, Bianca avait avoué sa confusion à notre héros. Elle ne savait pas ce qui était pire, ne ressentir aucune émotion, ou finir par en éprouver. Ce fut leur toute dernière conversation après que la famille Valem eut décidé de rompre leurs fiançailles. Cette soudaine trahison a été déclenchée lorsque le patriarche de la famille Ardenard est devenu fou, massacrant sa propre famille avant de se suicider. Grâce au sacrifice de sa sœur aînée,
Janica, Bianca fut la seule survivante. Considérant cette alliance comme sans valeur maintenant que sa famille était ruinée, les Valem annulèrent brusquement le mariage et organisèrent une dernière rencontre entre les anciens fiancés. C'est à ce moment précis que Crash réussit à voler sa malédiction. À l'époque, il avait déjà accablé son corps de tellement de malédictions qu'ajouter sa malédiction de la poupée de neige ne lui semblait pas très grave. Cependant, le choc soudain de retrouver toutes ses émotions refoulées transforma Bianca en un véritable monstre. Exactement 3 ans plus tard, le territoire des Hardenard entre dans une guerre massive contre l'Empire Afania, entraînant Starlone et tout le reste dans son sillage. Le conflit a éclaté parce que le second prince de l'Empire s'est rendu chez les Hardenard pour y chercher protection. C'est à ce moment que l'Empire a déployé le roi du poison pour faire taire un énorme secret, une information détenue par le second prince qui pourrait ébranler les fondations même de l'Empire. C'est lui qui avait rendu le patriarche des Hardenard fou, déclenchant ainsi toute la guerre par inadvertance. Cherchant à venger cette tragédie, le fantôme blanc finit par traquer et tuer le roi du poison. Dans le chaos de cette guerre, notre héros luttait pour survivre aux attaques sur la ligne de front, maudissant amèrement les soldats de Starlone pour leur tactique suicidaire. Pour couronner le tout, un groupe de soldats ennemis lui a tendu une embuscade, déterminé à le tuer simplement parce qu'il appartenait à la génération du ciel bleu. Comme son corps se décomposait déjà à cause d'innombrables malédictions, même la sainte ne pouvait plus le guérir. Sans autre issue, il s'est enfui vers l'endroit où se trouvait Bianca, espérant qu'elle pourrait le protéger. Comme prévu, elle lui a sauvé la vie en massacrant les soldats. Elle a franchi la porte avec une lame lui transperçant la poitrine et s'est effondrée sur le sol gelé. Dans son dernier souffle, elle lui a fait une confession déchirante. Elle a révélé que la nuit du massacre familial, ses sœurs l'avaient en fait enfermée dans une cage sécurisée pour la protéger. Elle avoue également qu'elle ne l'a jamais détestée. Au moment du massacre, sa malédiction avait bloqué ses émotions, la laissant complètement insensible pendant que sa famille était anéantie. Mais une fois que notre héros a retiré sa malédiction et que ses sentiments sont revenus, le poids écrasant de la réalité l'a frappé de plein fouet. Elle a enfin compris à quel point sa sœur l'aimait profondément. Elle regrettait amèrement d'avoir été sans émotion à l'époque, réalisant que si elle avait été normale, elles auraient pu se soutenir dans les moments sombres, et elle aurait peut-être épousé Crash avec bonheur. De retour au présent, notre héros ouvre brusquement les yeux alors que le cauchemar du passé se dissipe. Il se retrouve allongé dans un lit, le corps étroitement bandé, avec Bianca assise silencieusement à ses côtés. Crème et elle s'avance pour prendre de ses nouvelles. Ignorant sa propre douleur, il gronde immédiatement Bianca pour s'être aventuré seul et imprudemment dans les montagnes, lui faisant remarquer à quel point il a été difficile de la sauver sans l'aide directe de Crème. Bianca avoue doucement qu'elle n'y est allée que parce qu'elle voulait récupérer le champignon du soleil des neiges pour lui. Laissant de côté sa colère, Crash lui rend son ornement de cheveux volés et la remercie, soulignant qu'avec le champignon, il pourra enfin préparer l'élixir dont il a besoin. En réponse, elle avoue seulement que même lorsqu'il sacrifiait son propre bras pour la sauver du chien bouché, elle n'a absolument rien ressenti en elle. Cependant, c'est vrai qu'elle désire désespérément partager un véritable lien avec lui, rire pendant ses moments de joie et pleurer à ses côtés dans les moments de tristesse. Pourtant, même si elle déteste son propre vide, elle refuse de le laisser subir le même sort en absorbant sa malédiction. Notre héros la rassure tendrement, lui promettant que son corps unique peut facilement supporter les effets secondaires de la malédiction. À contre-cœur, Bianca cède et l'autorise à continuer. Activant sa compétence, Crash brise les verrous spirituels qui entravent son âme et extrait l'ancienne malédiction de son corps. Alors que l'engourdissement glacial se dissipe, Bianca ressent de véritables émotions humaines pour la toute première fois. Elle s'agrippe fermement au torse de notre héros et se met à sangloter de manière incontrôlable, pleurant avec les mêmes mots qu'elle avait prononcés dans sa vie antérieure, regrettant de ne pas avoir retrouvé ses émotions plus tôt pour que le monde ne lui paraisse pas si vide pendant si longtemps. Après un moment, Bianca se sent mieux. Cependant, son côté froid refait surface, ce qui amène notre héros à se demander si elle a du mal à gérer ses sentiments. Pendant ce temps, la sœur aînée de Bianca arrive. Elle s'inquiète d'abord pour ses yeux gonflés, puis l'invite à déjeuner comme leur frère l'a demandé. Puisque Crash est en piteux état, Janica décide plutôt de faire envoyer les repas directement dans sa chambre. Cependant, il n'est pas certain qu'il veuille vraiment discuter en famille. Dans sa vie antérieure, c'est à ce moment précis que Janica a présenté des excuses à sa sœur pour tout. Mais cette fois, il rassure Bianca en lui disant qu'elle n'est pas obligée de lui pardonner tout de suite. Si le soudain changement de comportement de Janica lui déplaît, elle peut tout simplement l'ignorer, d'autant plus qu'ils rentreront bientôt chez eux ensemble. Soulagée, Bianca prend congé. De son côté, Crash ordonne à Crème de surveiller tout ce qui se passe à l'extérieur et de lui faire son rapport plus tard. Il est bien déterminé à réduire cet endroit en cendres si quelqu'un dit la moindre cruauté à sa fiancée. Crème balaie la menace d'un revers de main et lui rappelle qu'il a déjà perdu son bras. Il doute que Crash puisse ne serait-ce que voler l'immortalité dans cet état. Cependant, notre garçon est persuadé qu'une sainte pourra réparer son bras rapidement. Sur la terre sainte de Freeman, il y a une sainte au pouvoir divin qui peut même ressusciter les morts. Crème doute encore que la famille Valem veuille dépenser une fortune pour une sainte afin de soigner celui qu'il considère comme un raté. Pour cette raison même, il a d'autres plans pour obtenir un meilleur bras. Demander à Ebalasque de lui greffer le bras d'un mort ne posera aucun problème.
Crime éclate de rire en comprenant comment le héros tire profit de la situation. Il voit les régresseurs comme des personnes qui ne s'écartent jamais de leur plan. Lorsqu'il est interrogé sur ce bras, le héros mentionne le démon de l'épée. Derrière lui, le corps principal du jardin pourpre s'irrite en entendant ce nom. Le démon de l'épée était un épéiste légendaire qui maîtrisait le style de dégainage rapide, la technique de coupe la plus fulgurante où les ennemis ne pouvaient même pas voir bouger la lame. Il était aussi le subordonné le plus précieux du jardin pourpre. En entendant cela, le corps principal du jardin pourpre hurle qu'il ne sacrifiera jamais le démon de l'épée et ne le laissera pas à Crash. Cependant, il est conscient de la faiblesse du corps principal. Il tient profondément à tous ses subordonnés parce qu'il ne peut voir le monde qu'à travers leurs yeux. Dans sa vie antérieure, Arthur a utilisé ses subordonnés précis et les a torturés, forçant le corps principal du jardin pourpre à révéler sa propre position. Maintenant, Crash va utiliser ce même attachement émotionnel encore une fois. Sur ce, il lui rappelle qu'il peut faire revivre les formidables techniques du démon de l'épée s'il accepte de transplanter le bras. Acculé, le jardin pourpre accepte de lui remettre le bras dans 2 jours. Crime le remercie, et l'inquiétude concernant le bras est enfin dissipée. À ce stade, notre garçon attend simplement de voir comment la famille Valem va réagir à ces dernières nouvelles. Il s'inquiète un peu d'avoir menti à Ariad, lui ayant dit qu'il était au manoir des Pins Verts alors qu'il se trouve sur le territoire des Hardenard. Pourtant, il balaie ça d'un revers de main, considérant Ariad comme un simple serviteur qui n'a pas à s'en soucier. Malgré tout, il a un mauvais pressentiment face à cette situation. Pendant ce temps, lors d'une discussion familiale, le fils aîné de la famille Hardenard, Mary Hawken, tente de forcer Bianca à rompre ses fiançailles. Il veut plutôt donner la place de fiancée à Janica. Il est convaincu que les pouvoirs du héros finiront par s'éveiller vu qu'il vient de terrasser un meurtrier tristement célèbre, ce qui le rendrait extrêmement utile à leur famille. Cependant, Bianca refuse de renoncer à ses fiançailles, car cette relation est tout ce qui lui reste. Quand son frère essaie de l'insulter en la traitant d'enfant maudite, Janica s'interpose pour la défendre et lui demande d'arrêter, mais elle se tait lorsqu'il lui dit de penser à la situation de la famille. C'est alors que Bianca avoue la vérité. Elle souligne que personne dans la famille ne s'est jamais vraiment soucié d'elle, et qu'elle n'a jamais pu se soucier d'eux à cause de sa condition. C'est pour ça qu'elle refuse d'abandonner Crash, même si cela signifie être bannie de la famille Hardenard. Son frère entre dans une colère noire, mais Crash les interrompt après avoir surpris la conversation. Notre héros évoque les rumeurs qui se propagent partout. Les gens racontent comment il a sacrifié son bras pour sauver Bianca, que la sécurité des Hardenard est si misérable qu'un meurtrier s'y est facilement faufilé, et qu'ils ont mis en danger un descendant direct des Valem. Maintenant que la deuxième rumeur commence à se répandre, ça va poser problème, surtout que le patriarche n'est même pas parti. Prenant peur, Mary Hawken laisse Bianca faire ce qu'elle veut et l'autorise à gérer ses fiançailles elle-même. D'un autre côté, notre héros jure de ne jamais l'abandonner pour une malédiction aussi absurde. Cela fait comprendre aux frères de Bianca qu'ils ont tissé un lien sincère, et ils décident donc de ne plus s'en mêler. Une fois cela réglé, Crash leur demande de faire venir une sainte pour soigner son bras. Il affirme que les résultats seront visibles d'ici 2 jours et que ce succès renforcera grandement la réputation de la sainte. Mary Hawken, ne comprenant pas vraiment cette situation complexe, se contente d'accepter tout ce qu'il dit. Pendant ce temps, ailleurs, le patron du meurtrier, Mad Dog, s'intéresse au cas de notre héros. 2 jours plus tard, dans un champ ouvert à Hardenard, notre héros s'entraîne, essayant de combiner la technique de dégainage rapide du démon à l'épée avec son coup unique. Cela nécessite de concentrer son aura et le poison de sang extrême en un seul point. Il se traite d'idiot d'essayer ça maintenant alors qu'il n'a plus qu'un seul bras. Cependant, la malédiction de Snowdall l'a énormément aidé, lui permettant de voir l'angle mort de l'érosion d'extinction des flammes, une énergie brûlante née de l'érosion du monde. En l'utilisant correctement, on peut briser les limites physiques du corps. Pourtant, même si ça marche incroyablement bien, au moment où les effets de l'érosion s'estompent, l'utilisateur s'effondre au sol, incapable de bouger. C'est pourquoi Crash ne peut pas l'utiliser longtemps, car cela pourrait aussi endommager ses organes internes. En pensant à tout ça et en se demandant s'il y a une énergie froide qu'il pourrait exploiter, il trouve son prochain objectif. Il prévoit de voler le physique de l'ombre lunaire de l'empereur des flammes Aslan Ygritte une fois son bras complètement guéri. Peu de temps après, il rend visite à la nécromancienne. L'un de ses morts vivants l'accueille et le conduit jusqu'à elle. Elle est déjà prête à greffer le bras, conformément à leur accord. Bien que réaliser l'opération sur le champ causera une douleur atroce, notre héros accepte quand même. Avec l'aide de ses serviteurs morts-vivants, elle positionne le bras maléfique et prépare tout avant de lancer la magie nécessaire pour le rattacher. D'abord, une chaleur est générée pour fusionner le bras à son corps. Ensuite, les nerfs sont connectés, ce qui est la partie la plus douloureuse de tout le processus. Après tant de souffrance, le bras est enfin rattaché. Comme prévu, Crash utilise le poison de sang extrême pour le réguler. La raison pour laquelle il a choisi de rester conscient pendant l'opération est que le poison de sang extrême aurait pu devenir incontrôlable en absorbant le bras. C'est pourquoi il laisse progressivement le bras s'acclimater à son aura. Au début, le bras devient tout gonflé et repoussant, mais finit par retrouver sa forme normale. Ensuite, il décide de tester la technique de dégainage rapide, et Crime demande à Ebalasque de lui prêter son terrain d'entraînement. Elle refuse d'abord,
Mais quand il lui offre le livre à Cubain qu'elle cherchait depuis si longtemps, elle accepte instantanément. En marchant vers la zone d'entraînement, Crimson Garden l'informe que le dégainage rapide du démon à l'épée n'est pas comparable au maniement d'épée ordinaire. Une technique de dégainage normale accumule l'aura dans l'épée rengainée et la libère lorsque la lame est tirée. La technique du démon à l'épée va plus loin en brisant cette aura en de minuscules particules, créant une explosion plus puissante et une accélération fulgurante. Quand l'énergie atteint son apogée, la lame jaillit à une vitesse incroyable. Sans comprendre totalement ce qu'on vient de lui expliquer, Crash fonce et essaie par lui-même. Rassemblant toute son énergie, il fend l'air, mais on peut encore voir la lame très distinctement. C'est très différent de la technique du démon à l'épée, dont la vitesse est censée rendre l'épée complètement invisible. Sur ce, notre héros décide de retourner au manoir des Pins Verts pour devenir plus fort et de retenter le coup plus tard. Avant de partir, il remercie la morte vivante numéro 8 d'être restée à ses côtés pendant ses jours d'entraînement. Elle lui dit simplement d'avoir plus confiance en lui rappelant qu'elle est elle-même une combattante de rang maître. Alors que le temps passe, Balask apparaît. Il l'informe de son départ et lui demande de rester ici. Car si les sommets la capturent, les 5 aînés et les autres essaieront sûrement d'en faire à nouveau leur servante. En la quittant, il lui demande aussi de garder un œil sur le roi du poison et de s'assurer qu'il n'interfère pas avec la famille Ardenard. Au début, elle est terrifiée en entendant ce nom. Mais comme sa tâche est seulement de protéger le patriarche et de monter la garde, elle accepte. Sur ce, ils se séparent. De son côté, Balask sent qu'il vaut sans doute mieux pour elle de s'éloigner de notre héros. Sinon, elle pourrait commencer à le superposer avec ses anciens camarades dans son esprit. Après tout, rester près de lui peut s'avérer dangereux. Malgré tout, elle se promet de lui rendre sa gentillesse chaque fois qu'il aura besoin d'elle. Crash retourne finalement au manoir avec Bianca, son bras en parfait état. Avant son retour, la maison principale avait demandé de ses nouvelles. Pour gérer la situation, Ariad a utilisé un messager qui méprisait déjà notre héros. Le vieil homme a rapporté qu'il était simplement avec Bianca. La maison principale ne cesse de douter de rien. Au lieu de ça, ils ont reproché au messager d'avoir fait des histoires pour rien et l'ont renvoyé. En plus de cette nouvelle, ils attendent également la venue de la chef majordome. Les chefs majordomes évaluent les capacités des descendants directs et font leur rapport à la maison principale. En fonction de ces résultats, les descendants sont traités en conséquence. De toute façon, Crash comptait déjà montrer ses exploits puisqu'il a besoin de l'aide de sa famille pour voler le physique de l'ombre lunaire de l'empereur des Flammes Aslan. De plus, Darling attend aussi ses matériaux avec impatience. Alors qu'il se décide enfin à entrer, Ariad l'informe que sa grande sœur est déjà dans la maison à l'attendre. Alors que notre garçon se tient là, berçant Bianca endormie dans ses bras, sa sœur bondit juste devant eux. Il s'attendait bien à son arrivée, mais elle était là beaucoup plus tôt que prévu, se plaignant d'avoir dû attendre. Pendant qu'ils discutent, Crash ressent une aura écrasante émaner d'elle, le poussant à se demander si sa sœur a déjà atteint le rang de maître. Elle essaie de toucher Bianca en évoquant le combat que notre protagoniste a mené pour elle, mais notre héros recule instantanément, l'empêchant de toucher sa fiancée. Lorsqu'elle l'interroge là-dessus, il s'excuse en disant qu'il est simplement surpris de sa venue sans l'en avoir informé au préalable. Charlotte devient un peu furieuse face à cette réponse. Elle pointe la maison du doigt et lui rappelle qu'elle appartient à la famille, alors elle peut s'y pointer quand bon lui semble. Elle se plaint aussi que Crash ne lui ait rien dit sur son contrat avec un dieu. La façon dont elle l'observe sans cesse l'amène à se demander si elle a déjà éveillé l'œil de l'esprit. Cependant, la confusion se dissipe très vite. Parce qu'elle détecte quelque chose de suspect en lui, notre héros réalise finalement que ce n'est pas du tout l'œil de l'esprit. Elle a éveillé l'étape suivante, lui permettant de voir le monde à travers les étoiles, l'œil étoilé. C'est exactement pour cela qu'elle n'a pas été vaincue par le boucher chien, puisque ses illusions n'ont jamais fonctionné sur elle. C'est aussi pour ça qu'elle peut voir clair dans l'état actuel de notre garçon. Selon Crime, la flamme noire ressemble à une flamme noire ordinaire pour la plupart des gens. Il n'y a que de rares individus capables de la reconnaître pour ce qu'elle est vraiment, à l'exception des érodeurs et de leurs subordonnés. Notre héros, cependant, est différent d'eux. Alors que Crime et ses subordonnés font eux-mêmes partie de l'érosion du monde, Crash mêle ce pouvoir à sa propre aura, ce qui fait que la plupart des gens la prennent pour une simple malédiction. Malgré cela, notre garçon décide de rester prudent. Si sa sœur découvre qu'il peut contrôler l'érosion du monde, elle pourrait le tuer. Quand elle lui demande combien de techniques il peut utiliser, il répond simplement qu'il veut en essayer un maximum. Alors que la conversation prend fin, Charlotte lui ordonne d'emmener Bianca dans sa chambre, puis de la rejoindre sur le champ de bataille, car elle veut voir ses compétences de ses propres yeux. Peu de temps après, sur le champ de bataille, notre héros est naturellement nerveux car sa sœur est bien plus puissante que lui. De son côté, elle se tient là avec assurance et lui dit de donner tout ce qu'il a. Comme il ne commence pas le combat, elle décide d'attaquer en premier. Sans même concentrer son aura ni dégainer sa véritable épée, Charlotte s'avance avec une simple épée en bois. Comme convenu, Crash y va à fond dès le début. Il utilise d'abord l'érosion mondiale pour surpasser ses limites physiques. Entouré d'une puissante aura, il utilise la première forme d'érosion d'extinction du feu et bloque avec succès l'attaque de son adversaire. Juste après, il déclenche la deuxième forme, l'épée unique céleste. Enveloppé d'une énergie écrasante, il fend l'air avec son épée,
mais l'attaque est facilement bloquée par la seule aura de sa sœur. D'un autre côté, Charlotte doute encore et pense que notre héros cache quelque chose. Puisque son épée en bois se brise sous le choc, elle sort enfin sa lame d'aura. Elle commence par forcer notre héros à lâcher son épée, puis elle s'approche pour l'attaquer. Cependant, juste à temps, Crash utilise la capuche noire alors que l'épée lui transperce la main. Bien qu'il ne parvienne pas à briser son aura, il réussit quand même à atteindre sa sœur. Après le match, Charlotte arpente les couloirs en se demandant comment son petit frère a pu toucher le flux de son aura, un pouvoir unique accordé par les dieux. C'est comme un courant qui enveloppe tout son corps, formant une barrière que personne de plus faible qu'elle ne peut franchir. Jusqu'à présent, pas une seule personne n'avait réussi à le faire. Crash est le premier. Il est vrai qu'elle se retenait et n'utilisait son aura que comme une lame. Cependant, la dernière attaque de notre héros aurait pu lui coûter la vie si elle l'avait vraiment touché. Malgré cela, elle n'arrive toujours pas à y croire. Quand Ariad interrompt ses pensées, elle se sent agacée. Elle demande simplement des nouvelles du bras de Crash, qui va très bien maintenant. Même s'il s'est évanoui juste après la fin du combat. Elle décide alors de le retrouver directement à l'Académie Raalin, sachant qu'il prévoyait de s'y inscrire. Dans 3 semaines, la nouvelle année commencera. Cependant, quelques jours plus tard, Crash va voir Darling, qui a déjà préparé l'élixir pour lui. Il est impressionné par la vitesse à laquelle Darling a réussi à le fabriquer. Puis, sur les conseils de Crime, il emprunte le terrain d'entraînement de Darling pour boire l'élixir. Le petit alchimiste accepte. Peu après, sur le terrain d'entraînement, notre garçon boit enfin l'élixir. Pourtant, le regard suspect de Crime pousse notre héros à se demander ce qu'il vient de boire. De son côté, Darling semble totalement confus de voir qu'il l'a bu sans même savoir de quoi il s'agissait. Crime lui explique que ce qu'il vient de prendre s'appelle la pilule du dragon aux 9 temps. Pour devenir un dragon, il faut subir une transformation au moins 9 fois. Tout comme les muscles se déchirent pour devenir plus forts, cet élixir va forcer le corps et l'aura à évoluer. Derrière lui, le corps principal affirme que si notre héros endure cela 9 fois, il deviendra bien plus fort. Cependant, à sa grande surprise, Crash trouve tout cela très supportable. Il a ressenti de la douleur il y a quelques instants, mais maintenant tout va pour le mieux. Il prétend le supporter facilement, car il a déjà vécu des expériences bien pires auparavant. Pendant que Crime et notre héros discutent, Darling reste là, inquiet et confus, se demandant pourquoi son ami parle à un corbeau. Crash commence alors à se concentrer, car cela peut aider son corps à absorber autant d'élixir que possible. En voyant son corps briller pendant qu'il se concentre, Crime et le jardin cramoisi, qui voit le monde à travers ses yeux, sont tous deux impressionnés. Après tout, il est celui-là même qui a enduré la douleur d'avoir les organes internes broyés et les nerfs rattachés, et c'est ce qui le rend si dangereux. Le jardin cramoisi doit admettre que notre héros est différent de tous les regresseurs qu'il a vus jusqu'à présent, car il est obsédé par l'atteinte de son but. Cependant, s'il atteint un jour ses limites, le jardin cramoisi promet d'être toujours là pour le retenir, exactement comme ils en ont convenu. De son côté, Crash sent son aura évoluer, passant d'une simple goutte à un lac tout entier. Jusqu'à présent, il ne pouvait qu'améliorer la qualité de son aura. Mais après avoir pris l'élixir, il est passé directement du rang d'expert intermédiaire à celui d'expert de haut rang. Désormais, il est enfin l'égal des génies. Il utilise même Igni pour brûler les impuretés créées à l'intérieur de son corps. Son obstination prend tout son sens, s'il veut vaincre des personnes plus fortes que lui, y compris le jardin cramoisi, il se doit d'être ainsi. Alors qu'il termine, Bianca et Darling se précipitent vers lui. Elle ne voulait pas rester à l'écart pendant que notre garçon prenait l'élixir. Il lui caresse alors doucement la tête, lui demandant de rester en retrait la prochaine fois. En les voyant tous les deux ensemble, même Darling rêve d'avoir une fiancée et parle de se fiancer avec Charlotte, ce qui rend instantanément Crash furieux. Après cela, Darling annonce qu'il rejoindra lui aussi à l'Académie Raalin, ce qui surprend notre héros. Dans sa vie antérieure, Darling et Charlotte n'ont pas étudié dans la même académie. Bien qu'ils sachent qu'ils ne pourront passer en classe supérieure sans réussir l'examen d'entrée, Darling prévoyait de rejoindre l'académie, y voyant l'occasion idéale d'être avec les deux personnes qui l'intéressent, notre héros et sa sœur. Cependant, Crash ne savait pas vraiment que Charlotte rejoindrait elle aussi l'académie. Sur ce, Darling recommence à se montrer peau de colle en s'accrochant au bras de notre protagoniste, ce qui le rend à nouveau furieux. Pendant ce temps, ailleurs, la majordome en chef est informée que Crash est de retour au manoir du Pin Vert. Elle ordonne à quelqu'un de l'informer que son examen aura lieu dans une semaine. Elle a hâte de voir à quel point notre héros a progressé. La majordome en chef se présente enfin pour l'examen. Elle est également la grand-tante de notre héros, nommée Catherine Valem. Lorsqu'on lui pose la question, Crash confirme que Ariad l'a informé que son examen de réévaluation a lieu aujourd'hui. La raison principale pour laquelle sa tante a voulu vérifier ses compétences est le fait qu'il ait vaincu un expert de haut rang, le chien boucher. Même lorsque Crash essaie de minimiser la chose en disant que c'était de la pure chance, sa tante ne le lâche pas. De plus, elle lui fait remarquer que s'il ne peut même pas tenir tête à Charlotte, il ne pourra jamais devenir le patriarche. Cependant, notre héros trouve cela amusant, car dans le futur, quand le monde tombera en ruine, la lignée sanguine seule n'aura plus aucune importance. Quiconque sera assez puissant aura sa chance de devenir le patriarche. Il est logique qu'en ce moment, personne ne puisse prédire cet avenir.
Lui, cependant, trouve tout cela très drôle, laissant la majordome en chef perplexe. Crash déclare simplement que pour celui qui est assez puissant, le titre viendra de lui-même. Après cela, l'examen commence. Catherine reconnaît que notre garçon est devenu une toute autre personne. Quant à l'examen, puisqu'elle estime qu'il a déjà atteint le niveau d'expert de haut rang et qu'elle-même est au rang de maître, elle lui demande seulement de la faire reculer d'un pas pendant le combat. Confiant de pouvoir défier un expert de rang maître, Crash sort son épée. Catherine reconnaît instantanément la remarquable technique à l'épée. Elle est très similaire à la posture du sein de l'épée, une technique de très haut niveau. Après avoir également vu son aura, elle est convaincue que cette technique appartient au démon de l'épée. Même la cicatrice sur son cou peut le reconnaître. Sur ce, notre héros lance une puissante attaque tranchante, concentrant une énorme quantité d'aura. L'énergie fonce droit vers sa cible tandis que Catherine se prépare, plutôt impressionnée par l'attaque. Alors que les énergies s'entrechoquent dans les airs, elle parvient à bloquer l'attaque qui vient vers elle. Cependant, elle remarque très vite quelque chose d'étrange. Son épée se brise soudainement en morceaux. À cet instant, elle déclare que Crash a réussi l'examen. Par la suite, lorsqu'il demande à rejoindre l'équipe bleue, qui n'est en fait qu'une escouade de niveau intermédiaire, Catherine est un peu confuse, se demandant ce qu'il cherche exactement à faire. Sur ce, elle prend congé, décidant d'attendre de voir où sa requête va le mener. D'un autre côté, complètement épuisé, notre garçon s'allonge enfin sur le sol. C'est alors qu'une voix l'interrompt, félicitant Charlotte d'avoir fait reculer la majordome en chef de quelques pas. Il ne s'agit de nul autre que le patriarche de la maison Valem, le roi de la guerre, Balrog Valem. Crash devient nerveux et effrayé dès l'instant où il le voit debout là, sentant immédiatement l'aura écrasante qui l'entoure. Cependant, le patriarche fait remarquer que l'hésitation de notre héros a disparu et lui dit de se reposer pour le reste de la journée. Sur ce, il déclare qu'il retourne dans la zone interdite, laissant son fils perplexe de voir qu'il a fait tout ce chemin juste pour dire quelques mots. 3 semaines plus tard, à Ulgram, la ville libre de la tour de magie rouge, d'où sont originaires les chevaliers du ciel bleu, notre protagoniste arrive en compagnie de Bianca. En se promenant dans la ville, ils observent les objets étranges qui y sont vendus. C'est un endroit où quiconque n'est pas un mage est regardé de haut. La ville est remplie de suprématistes de la magie. Elle est dirigée par l'un des plus grands souverains, le roi des flammes, ce qui rend les tours extrêmement influentes. Et c'est dans cette ville que réside la 3e régresseuse, la sorcière rouge, Abla. Ayant conservé tous ses souvenirs du passé, elle redeviendra bientôt une grande mage. Cependant, notre héros doit rester prudent. Comme il doute qu'elle sache qu'il est également de retour, il décide de terminer ses affaires et de partir le plus vite possible. Il entre dans une boutique réputée pour sa cuisine, et y rencontre Lalina, une servante au service des Aslan Ygritte. Il l'interrompt alors qu'elle grignote la nourriture destinée à son maître, mais passant outre, Elsen va immédiatement livrer le repas, jurant de revenir au plus vite. Le fait est que Crash avait déjà demandé à Krim de la surveiller et de rassembler des informations. En attendant, il décide de commander quelque chose. Peu de temps après, ils sortent de la boutique, ayant terminé leur repas. À ce moment-là, Krim apparaît enfin, se plaignant qu'il ait mangé sans lui. Il leur annonce alors une nouvelle surprenante. Au manoir, le petit-fils du roi des flammes, Aslan Ygritte, s'est suicidé. À l'époque, Aslan avait été sauvé juste au moment où il allait se pendre. Peu de temps après, assise sur une plage, sa servante, Lelina, reste profondément inquiète pour lui. Elle nourrit Krim, resté sous forme de corbeau, lui avouant comment Aslan et ses différentes façons de mettre fin à ses jours et refuse obstinément de s'alimenter. Aslan n'avait jamais été comme ça auparavant, et Lelina aimerait que quelque chose puisse changer pour qu'il retrouve le sourire. C'est alors que notre héros s'avance et se présente. Lelina s'étonne que le fils de la plus puissante famille d'arts martiaux cherche à lui parler directement. Notre héros offre son aide et explique qu'il sait que si Aslan a perdu l'envie de vivre, c'est principalement à cause d'une fille nommée Dorothy, qui a soudainement disparu de l'académie de magie. Lelina trouve étrange qu'il soit au courant, car seules quelques personnes connaissent cette situation. De plus, le fait de dissimuler la nouvelle de la disparition de la jeune fille est inhabituel. Crash tente d'expliquer la situation, en déclarant que l'érosion mondiale évolue, et que ses créateurs évoluent et apprennent eux aussi. À cause de cela, le nombre de zones interdites augmente. Même la forêt du roi des esprits, gérée par la maison Ygritte et la tour de magie rouge, est en piteux état. Lelina est confuse et ne comprend pas très bien ce qu'il veut dire. C'est alors que notre héros révèle enfin la vérité. La forêt dont il parle a elle-même créé un esprit à l'apparence humaine, et cet esprit n'est autre que Dorothy. C'est la raison pour laquelle cette nouvelle a été cachée par le vice-seigneur. Si notre héros explique tout cela à Lalina, c'est avant tout parce qu'il se soucie sincèrement de son maître et veut l'aider à le sauver. Les esprits font partie des créateurs de l'érosion, qui représentent une menace majeure et un immense fléau pour le monde. Étant donné que la maison Ygritte et la tour de magie rouge sont en première ligne, elles constituent un obstacle majeur à l'évolution des esprits. Suite à l'apparition de la zone interdite aux abords des Ulgram, notre héros parvient à rejoindre les chevaliers du ciel bleu avec l'aide de sa famille et de Saphira, une subordonnée de Crimson Garden et enquêtrice de rang 4 du groupe des enquêtes sur l'érosion mondiale, que Crash a rencontré au tout début. Elle a désormais atteint le rang 3 grâce aux autres subordonnés. Elle remet le badge de rang 4 à notre héros. Une fois leur demande d'enquête approuvée,
on leur demande de rester sur leur garde à cause de la dense poussière des prix, puis on les autorise enfin à entrer. Pendant qu'ils marchent, Crimson Garden demande à rebrousser chemin, ce qui laisse notre héros perplexe car il n'avait jamais agi ainsi auparavant. C'est alors qu'il l'informe qu'il y a bien longtemps, un serviteur de la maison Ygritte a fait sortir un esprit de la forêt du roi des esprits. Ils ont vécu ensemble et parcouru le monde. Notre héros comprend immédiatement de quoi il parle. C'est l'histoire du premier maître des esprits et du troisième esprit. À la mort du maître, l'esprit a été incapable d'assimiler ou de comprendre ce qui s'était passé. Persuadé d'avoir été abandonné à son sort, il a sombré dans la solitude, puis dans la folie, et a fini par détruire une ville entière en une seule nuit. Face à ce chaos, la famille du premier maître des esprits, la maison Ygritte, a pris ses responsabilités. Depuis lors, ils ont commencé à qualifier ces esprits d'épaisse de l'érosion et à les traquer. Crimson Garden a toujours voulu que l'esprit du chaos retrouve sa forme originelle et retourne dans la forêt, mais il ne restait à cet esprit que de la tristesse et de la colère. Ce même subordonné de Crimson Garden s'était occupé de l'esprit jusqu'à sa propre mort. Il voulait y mettre fin de ses propres mains. Cependant, le corps à travers lequel Crimson Garden voit actuellement le monde n'est pas assez puissant pour l'affronter, alors notre héros prend le relais. S'avançant avec ses pouvoirs, il engage le combat. Déjà dans sa vie passée, c'était lui qui avait tué cet esprit du chaos. Enchaînant les attaques et les coups d'épée incessants, notre héros combat l'esprit. Dans son ancienne vie, il avait rencontré de grandes difficultés car seules les attaques basées sur des compétences fonctionnaient contre lui. Mais à présent, fort de son expérience et de ses atouts, il peut anéantir l'esprit avant qu'il n'atteigne son apogée. Le monstrueux esprit de bout tente d'attaquer Crash une nouvelle fois, mais d'un seul coup fulgurant, il le tranche net. Pour finir, il écrase le noyau de l'esprit à l'aide de sa capuche noire, car la créature possède d'incroyables capacités de régénération. Dans ces derniers instants, l'esprit pleure l'absence de son maître, Annie, qui avait juré de ne jamais le laisser seul. L'esprit l'avait toujours attendu. Avant de pouvoir ajouter un mot, Crimson Garden enlace l'esprit qui s'efface et lui demande pardon pour tout. Il explique qu'il ne peut voir le monde qu'à travers les yeux de ses subordonnés. La seule raison pour laquelle l'esprit est venu à lui, c'est parce qu'il pouvait encore ressentir la présence d'Annie en lui. Crimson Garden regrette de ne pas avoir veillé lui-même sur l'esprit et d'avoir tout confié à un subordonné à qui il restait peu de temps à vivre. Sur ces mots, l'esprit finit par s'évaporer, tandis que Crimson Garden ne cesse de s'excuser de l'avoir abandonné. Peu après, Crash retrouve Lilina avec Crim à ses côtés et demande s'il peut rencontrer Aslan. Lorsqu'elle lui demande s'il a trouvé un moyen de ramener Dorothy, notre héros confirme qu'il a une idée, mais avoue qu'il aura besoin de son aide à elle, ainsi que de celle de son maître. À minuit, grâce à l'artefact donné par le Lina, notre garçon rend visite à Aslan, qui mène une vie nocturne à cause de son physique d'ombre lunaire. Là, il conclut un marché avec Aslan, qui désespère de revoir Dorothy. Crash demande à Aslan de lui céder son physique d'ombre lunaire puis de se sacrifier dans la forêt des esprits quelques jours plus tard, jurant de ramener Dorothy en échange. Désespéré à l'idée de revoir Dorothy, Aslan accepte ce marché. Au début, Aslan prend notre héros pour un démon, mais ce dernier dissipe rapidement le malentendu. Malgré tout, Aslan trouve le marché un peu malsain, même s'il ne craint pas le sacrifice. Il se demande pourquoi quelqu'un voudrait du physique d'ombre lunaire, qui est en soi une véritable malédiction. Une personne née avec le physique d'ombre lunaire possède l'énergie yin de la lune et se voit condamnée à vivre éternellement dans l'ombre. Elles ne peuvent se déplacer librement que la nuit, lorsque l'énergie yin est à son apogée. Cette énergie s'imprègne même dans le corps, affaiblissant la force physique et les membres, rendant ce don aussi lourd qu'un fardeau. Cependant, cette condition mortelle est en réalité un trésor pour Crash, un atout qui peut l'aider à surpasser ses limites actuelles. Après avoir expliqué tout cela, notre héros se présente enfin. Il affirme qu'il est prêt à soutenir Aslan car tous deux ont été qualifiés de ratés par leurs familles respectives. Sur ce, le jeune homme meurtri l'accepte enfin et lui demande de lui en dire plus sur la manière dont il compte ramener Dorothy. Aslan est né dans la famille Ygritte, une lignée de mages de feu. À cause de son physique d'ombre lunaire, il ne pouvait pas utiliser la magie de feu, c'est pourquoi son grand-père a décidé de l'évincer de la ligne de succession. Même lorsque sa mère, Agatha, a tenté de prendre sa défense, son grand-père a refusé de mettre la famille en péril, lui reprochant d'avoir épousé quelqu'un doté d'une énergie yin. Au lieu de cela, son grand-père prévoyait d'adopter Abla, une talentueuse mage de feu. Aslan n'a jamais été véritablement aimé par personne. Au bout d'un certain temps, même sa propre mère est devenue dure envers lui, craignant que s'il restait aussi impuissant, la famille finirait par le tuer, tout comme il l'avait fait pour son père. Au final, Aslan a fini par consumer son propre physique d'ombre lunaire ainsi que son corps, a quitté la maison et est devenu plus tard l'empereur des flammes. Même à l'époque où notre garçon avait vérifié la condition requise pour obtenir le physique d'ombre lunaire des Aslan, il s'agissait de vaincre son obstination. Dans cette vie, la condition reste exactement la même. Pour l'heure, la seule question des Aslan est de savoir comment ils comptent sauver un esprit que même les Ygritte, qui gèrent la forêt, n'ont pu sauver. Peu de temps après, ils discutent de l'ensemble du plan. Aslan se prépare à lui céder sa malédiction sur le champ, mais Crash refuse et lui demande de ne le faire que lorsqu'il sera vraiment prêt. Sur ce, il prend congé. Alors qu'il s'éloigne,
Krim se demande s'il a choisi une voie aussi compliquée uniquement parce que Aslan était un vieil ami. Pourtant, notre protagoniste ne veut tout simplement pas que Aslan meure de la même manière que dans sa vie passée, en consumant sa propre force vitale à un si jeune âge. Dans son ancienne vie, avant même le début du combat, ils avaient déjà perdu un membre très important de la génération du ciel bleu. Cependant, cette fois-ci, Crash veut son ami à ses côtés. Comme il ne peut pas faire confiance à Sigrin et à son groupe, Aslan est la seule option qui s'offre à lui. De plus, il pourra l'aider à surmonter les inconvénients de l'érosion éteignant les flammes grâce à sa malédiction. Notre héros pourra également tenir la promesse qu'il avait faite à Lolina dans sa vie passée, débarrasser son maître de sa malédiction. Il ne veut pas que Aslan souffre dans cette vie. Finalement, le jour d'exécuter leur plan arrive. Aslan tente de s'immoler dans la forêt, tandis que le patriarche devient furieux de le voir sans cesse essayer de se tuer. Il maudit et insulte son petit-fils, mais Aslan ne prête aucune attention à ses paroles. Il se moque désormais de l'honneur ou de la réputation de la famille, puisqu'il n'a jamais été aimé de toute façon. Son grand-père lui a volé tout ce qu'il avait de précieux, et même la bonté de sa mère a fini par disparaître. Au nom de la famille, il a toujours été forcé de tout sacrifier. Maintenant, il jure de détruire la réputation de la famille en même temps que lui, en mourant. Enragé par ces mots, le patriarche utilise sa magie pour le tuer. Agatha se précipite immédiatement pour sauver son enfant, mais notre héros arrive juste à temps, bloque l'attaque et écarte Aslan du danger. Lolina le rattrape à temps et lui remet le mot préparé par Crash, ainsi que le cristal de Dorothy. Dans ce mot, notre héros explique comment il compte ramener Dorothy, puisque le patriarche était parti en quête de la mission Diabla. À l'origine, leur plan était de distraire le patriarche par intérim afin de pouvoir voler le cristal. Cependant, contre toute attente, le véritable patriarche en personne revient. À cet instant, inquiet pour son bienfaiteur, Aslan dissipe enfin ses doutes et décide de lui céder son physique de l'ombre lunaire. Avec cela, la malédiction est finalement absorbée par notre garçon. En un instant, son énergie grimpe en flèche, poussant le patriarche à remettre en question son identité. Un instant plus tard, après l'avoir reconnu comme le soi-disant déchet de la famille Valem, le patriarche entend Crash déclarer ouvertement qu'il est l'ami des Aslan. Le patriarche sent l'aura concentrée autour du corps de Crash et lui demande de s'écarter, ne voulant pas combattre sa famille. Il se retourne pour partir quand notre garçon tente de l'attaquer, mais la frappe est facilement bloquée par l'aura entourant le vieil homme. Enragé par ses actions, le patriarche devient fou de colère. Pendant ce temps, près du lac, Aslan entend une forte détonation. Il s'inquiète pour son ami, mais Lolina lui demande de se concentrer sur le sauvetage de Dorothy. Faisant exactement ce que notre héros lui a demandé, Aslan s'avance. Il transperce le cristal dans le noyau de l'esprit du chaos et le jette dans le lac. Ce faisant, il se rappelle comment, malgré tous ses efforts, il n'a jamais été apprécié par sa famille. Cependant, avec Dorothy, les choses étaient différentes. Elle a toujours su apprécier ses capacités magiques. Même quand il essayait de minimiser les choses, elle ne faisait que le louer davantage. Elle se penchait sur lui avec des manuels, avide d'apprendre des sorts, espérant le rembourser avec de la nourriture de sa boutique préférée. Aslan a toujours cru qu'un mage sans magie n'avait aucune valeur, mais Dorothy a toujours occupé une place spéciale dans son cœur. Quand il l'interrogeait sur son obsession d'apprendre la magie, elle répondait simplement que c'était amusant. À cet instant, il réalisa qu'il n'avait jamais perçu la magie de cette façon. Sa seule raison de l'apprendre était qu'il était né dans une grande famille de mages. Il se rappelle comment, enfant, il aimait sincèrement apprendre la magie. Même lorsqu'il a fini par la détester, Dorothy lui a redonné le goût de la magie. Mais un jour, alors qu'il était ensemble et que Aslan lui avouait ses sentiments, quelqu'un les a soudainement attaqués. En essayant de le sauver, Dorothy s'est sacrifiée et en est morte. Alors que tout le monde, y compris sa mère, croyait que l'esprit lui faisait du mal, Dorothy l'avait toujours soutenu. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'elle l'aidait. Même à l'époque de l'académie, elle était toujours là pour lui. Lorsque les dortoirs se sont effondrés, c'est elle qui l'a sauvé. Pourtant, personne ne le croyait, le jugeant plutôt pour s'être appuyé sur un esprit. Mais rien de tout cela ne pouvait changer le fait que Dorothy était la femme que Aslan aimait sincèrement. Sur ce, la solution de notre héros réussit enfin, et Dorothy revient à la vie. Pendant ce temps, de retour dans la forêt, le patriarche est fortement impressionné par notre héros, admettant que les Valem sont bénis des dieux pour engendrer de tels talents. La vitesse de Crash à elle seule a déjà atteint le rang de maître. Cependant, le vieil homme n'est plus disposé à le laisser partir si facilement. Au même moment, notre garçon reçoit enfin la confirmation que l'esprit est revenu à la vie. De plus, la malédiction des Aslan l'aide à surmonter la pénalité des 3 secondes. Son corps est désormais stabilisé, ce qui lui permet de se battre à pleine puissance. Il prévoit de compresser sa puissance avec la même intensité qu'auparavant, s'attendant à libérer un tout autre niveau de force. Alors qu'il commence à la tester, le patriarche est stupéfait de voir ce gamin tenter de repousser les limites de son propre corps. Enfin, notre protagoniste réussit à éveiller la deuxième forme de l'érosion des extinctions de feu. Alors que son aura écrasante heurte la puissance du patriarche, une autre explosion massive se produit. Quand la fumée se dissipe enfin, Crash se rend compte que le patriarche a réussi à briser sa défense, bien qu'il ait tout de même pu blesser le vieil homme. Même si son épée vole en éclats,
l'adversaire n'arrive toujours pas à croire ce qui vient de se passer. Le fait que notre garçon revendique ouvertement être l'ami d'Aslan influence son jugement. Après avoir été témoin de ses capacités, le patriarche est convaincu que son avenir est prometteur et qu'il deviendra un combattant renommé un jour. Par conséquent, avoir Aslan à ses côtés serait tout aussi bénéfique pour leur famille. Pendant qu'il cherchait Abla, son petit-fils a réussi à se lier d'amitié avec un véritable génie. Au moment où il s'apprête à s'avancer pour parler à notre héros, un mur de cristal massif se dresse soudainement devant eux. Aslan apparaît aux côtés de Saphira et des autres. Il prévient tout le monde qu'un esprit de haut niveau s'est éveillé, leur criant de partir immédiatement. À ce moment-là, un cercle magique se forme juste à l'endroit où se tient Crash. Il crie, déclarant qu'il laisse l'esprit de haut niveau au vieil homme. Cela laisse le patriarche complètement abasourdi alors qu'il les maudit tous. Alors que notre héros et les autres se téléportent ailleurs via le cercle magique, bien qu'il ait perdu toute son énergie, Saphira le réprimande pour son imprudence et pour ne pas avoir laissé l'occasion de tester correctement ses compétences. Cependant, Crash interrompt la dispute, trouvant de telles opportunités rares. S'avançant, Aslan remercie Crash pour tout, mais ce dernier lui demande quels sont ses projets d'avenir. Lorsqu'Aslan avoue qu'après s'être débarrassé de la malédiction, il songe à apprendre la magie, notre garçon lui rappelle que sa famille est toujours contre lui. Maintenant, il n'est plus seul. Il a Dorothy à ses côtés à protéger. Contre son envie de tester sa propre force, Crash suggère à Aslan de s'inscrire à l'Académie de Raalan. De cette façon, il pourra éviter sa famille quelque temps et devenir assez fort pour protéger Dorothy. Acceptant ce conseil, il dit enfin au revoir à tout le monde. Pendant ce temps, Lelina reste en retrait, ne voulant pas les interrompre. Elle remercie simplement Crash d'avoir protégé son maître et jure de rembourser sa dette dès qu'elle en aura l'occasion. Balayant cela d'un revers de main, notre héros lui souhaite bonne chance et s'en va également. Peu après, dans la salle des Chevaliers du Ciel Bleu, alors que Krim se contente de le gronder pour avoir brisé son épée, il prévoit désormais d'obtenir une nouvelle arme capable de résister à l'érosion des extinctions de feu. Krim tente de recommander quelqu'un, mais notre protagoniste a déjà décidé de se rendre à la place des reliques. Cet endroit appartient à une civilisation où les érodeurs travaillent avec des ingénieurs pour créer des armes capables de rivaliser avec l'érosion du monde elle-même. Dans la place des reliques, plus on s'enfonce profondément, plus les trésors deviennent inestimables. Cependant, jusqu'à présent, personne n'a réussi à dépasser le 8e étage, qui est gardé par un fantôme nommé Rakuten. Il fut le chef de l'épée du Dragon Noir, mais après avoir été maudit par ce lieu en obtenant son pouvoir, il a décidé de garder le 8e étage avec l'épée divine, Stormstar. Dans sa vie passée, Stormstar avait été obtenue par Belokan, et à sa mort, l'épée avait finalement été remise à Charlotte. Cette fois, cependant, Crash est bien décidé à vaincre Rakuten et à s'emparer de l'épée. Dans le passé, notre héros avait passé une année entière à cet endroit aux côtés des Anyx et des autres, à enquêter après avoir appris que Belokan avait obtenu Stormstar. En fin de compte, il n'avait trouvé qu'un homme qui se faisait appeler le roi des lieux. Anyx devint furieux contre lui et le battit presque à mort. De retour dans le présent, Crash est interrompu par un groupe de personnes qui cherchent également à vaincre Rakuten. C'est à cause d'eux que notre héros n'a pas pu recruter de membres pour son groupe. Leur chef est Fandal, un fauteur de troubles notoires. C'est le même homme qui s'est fait tabasser dans le passé, et pourtant, son arrogance n'a pas changé d'un pouce. Fandal a presque le rang de maître lui-même, et c'est pourquoi il commence à prendre notre héros de haut. Cependant, après avoir remarqué la force impressionnante de ce type, Crash lui suggère de rejoindre les Chevaliers de Valem. Il le félicite d'avoir atteint le rang d'expert de haut niveau bien qu'il soit un roturier et d'être même devenu chef de faction, lui offrant ainsi le poste de Chevalier de Valem. Pensant qu'il pourra devenir un noble, Fandal accepte l'offre et prolonge l'invitation avec assurance. En conséquence, Crash se met à se moquer de lui, ce qui rend l'homme furieux. Après tout, Fandal se fait appeler roi et se laisse pourtant distraire par une simple proposition. Bien qu'il soit furieux, il réprime sa colère en se disant que son adversaire est un Valem. Malgré cela, il reste persuadé que notre héros n'atteindra jamais le 8e étage s'il continue de lui chercher des noises. Pendant ce temps, Crash est fin prêt à l'écraser. Il sait qu'une fois Fandal vaincu, tous ceux qui se retenaient à cause de lui finiront par s'avancer et rejoindre son groupe. Finalement, ce soi-disant roi l'insulte pour son incapacité à réaliser la différence de niveau entre eux, mais notre héros reste d'une confiance inébranlable. Sur ce, le combat commence enfin alors que son adversaire fonce sur lui, fermement décidé à tuer notre garçon, mais son attaque est facilement bloquée par l'épée en fer noir. Même après avoir été moqué pour son utilisation, Crash croit toujours en lui. L'adversaire reste confiant et se rue à nouveau avec toute sa force et son aura pour frapper, mais il échoue lamentablement. Il finit par réaliser que notre héros parvient à anticiper le moindre de ses mouvements. Mais cette fois, notre protagoniste décide d'attaquer avec sa magie de feu. Cependant, son adversaire parvient à esquiver et utilise ses propres compétences pour prouver pourquoi on l'appelle le roi des lieux. Les deux continuent de se battre, leurs armes s'entrechoquant encore et encore. En voyant Crash utiliser une épée émoussée, une fille qui se tient à proximité est stupéfaite. Cependant, de retour au combat, si notre garçon peut prédire tous les coups de son adversaire, c'est surtout parce qu'il l'a vu se battre d'innombrables fois contre Anyx dans sa vie passée. Soudain, l'adversaire bondit haut dans le ciel,
prêt à anéantir sa cible. Toutefois, à cause de l'érosion étouffant le feu, son attaque échoue misérablement. À la place, il reçoit un violent coup de pied et finit par perdre le duel. La foule n'en croit pas ses yeux, réalisant que Crash est en fait plus fort que Fandal. Alors que le combat s'achève, notre héros accueille quiconque souhaite rejoindre son groupe et se dirige vers le 8e étage. Dans la foule, une fille qui a tout observé commence vraiment à croire que notre héros pourrait être capable d'abattre Rakuten. Elle se demande si elle s'était entraînée aussi durement à son âge pour devenir plus forte. Mais comme avant, elle n'a jamais pu dépasser le rang de maître débutant. Interrompant ses pensées, un homme s'approche et l'interpelle. Finalement, Lakra lui dit que c'est leur dernière chance de défier Rakuten. Remarquant son hésitation, l'homme la motive en lui rappelant à quel point elle est différente de Fandal et de son groupe qui ont été vaincus par Rakuten et se sont contentés de former une équipe passant des années à parader. Contrairement à eux, elle s'est entraînée chaque jour dans l'unique but de vaincre ce fantôme. Ces mots la galvanisent, et elle décide de ne pas se retenir cette fois. Le lendemain, Crash attend Lakra. Les gens l'appellent la lumière de ces lieux, tandis que Fandal en est la part d'ombre. Dans sa vie passée, elle était l'idole de tous les challengers. Cependant, avant de revenir dans le passé, il l'avait vu baisser les bras et s'effacer peu à peu. Même quand Krim s'inquiète que Fandal ne cherche une occasion de se venger, notre héros affirme qu'il attend justement ce moment pour pouvoir voler la compétence de son adversaire, Lionel. Cette compétence possède un total de 3 verrous. Il a déjà déverrouillé le premier en rendant son propriétaire jaloux. Maintenant, il n'en reste plus que 2, qu'il n'a pas pu déverrouiller la veille. Il ne s'en fait pas pour autant, car ils seront amenés à s'affronter à maintes reprises à l'avenir. Tandis que Krim discute avec notre héros, Lakra arrive enfin et demande à rejoindre son groupe. Lorsqu'il lui demande si ça ne la dérange pas de devenir l'ennemi de son ancien coéquipier, Fandal, elle accepte sans la moindre hésitation, les qualifiant de lâches. Désireuse de changer, elle souhaite défier le 8e étage une fois de plus. Ravi de sa réponse, Crash accepte enfin de la laisser rejoindre l'équipe. 2 jours plus tard, le jour du raid, l'équipe arrive devant la tour. Là, Lakra explique que toute la structure s'étend en sous-sol, et qu'il leur faudra près d'un mois pour atteindre le 8e étage à cause des innombrables pièges et obstacles à l'intérieur. Le groupe compte désormais 4 membres, dont notre héros et un guide nommé Derek. C'est précisément l'homme qui avait motivé Lakra plus tôt. Le second est un mage blanc nommé Fenecheli, accompagné de Lakra elle-même. Faisant confiance à ses coéquipiers, notre garçon déclare officiellement le début de leur périple, impressionnant tout le monde par sa gentillesse malgré son statut de noble. Tandis qu'il avance, Krim l'informe que la faction de Fandal est en réalité en compétition avec eux pour voir qui nettoiera les étages en premier. Déterminé à atteindre le 8e étage, Crash pénètre dans la tour avec son équipe et arrive devant la porte menant au premier sous-sol. Derrière celle-ci, d'innombrables monstres connus sous le nom de lapins aux griffes empoisonnées les attendent. Cette fois, Lakra s'avance pour faire ses preuves. Alors que des vagues de monstres surgissent, elle les tranche les uns après les autres à une vitesse fulgurante, forçant l'admiration de tous. Pour notre héros, c'est aussi une excellente occasion d'observer un maître débutant spécialisé dans le combat direct. Jusqu'à présent, il s'est principalement appuyé sur un élixir, des techniques secrètes et les capacités qu'il a volées. Cependant, atteindre le rang de maître exige de développer sa force en bâtissant ses propres fondations. Dans sa vie passée, même après avoir travaillé avec acharnement, il manquait des bases fondamentales et n'a jamais réussi à atteindre ce niveau. Pourtant, Lakra est quelqu'un qui a atteint son rang uniquement par l'honnêteté, la discipline et l'entraînement. Si Crash peut apprendre des fondations bâties par une roturière comme elle, il pourrait être en mesure de gagner sa place parmi les génies de l'académie. Et pour cela, il demande à Lakra de s'entraîner avec lui chaque jour jusqu'à ce qu'il atteigne le 8e étage en utilisant uniquement des épées et sans aucune aura. Elle accepte, persuadée que Crash est quelqu'un qui veut sincèrement s'améliorer et viser plus haut. Pendant ce temps, ailleurs, une certaine silhouette se lève, rongée par la colère. Une fille aux cheveux dorés entre dans une rage folle contre notre protagoniste, l'accusant de s'en prendre à tout ce qui lui appartient. Elle hurle que Stormstar est censé lui revenir de droit.